Eh bien, salut les athlètes hybrides, j'espère que vous êtes en pleine forme pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode qui s'annonce assez exceptionnel et vous allez le voir. Vous savez, j'aime beaucoup aller voir des athlètes élites, on parle beaucoup d'élite 15, on parle beaucoup des records de France, des stratégies d'entraînement. Et aujourd'hui, j'invite un athlète qui est dans une toute autre catégorie. Alors, je suis sûr qu'il a des performances en solo assez exceptionnelles, il va nous les dire, on va en parler bien évidemment, mais il s'est lancé il n'y a pas très longtemps un record qui me semble, en tout cas pour moi, complètement impossible, c'est de prendre un Aerox et de multiplier toutes les distances par 10 et d'essayer de compléter ça le plus rapidement possible. Oui, vous avez bien entendu, multiplier par 10, donc ça veut dire commencer avec 10 km de course, ensuite faire 10 km de ski erg, ensuite faire 10 km de course, ensuite faire 500 mètres de sled push, etc., jusqu'à la fin. Il va nous dire son temps, il va nous parler de sa préparation, il va nous parler effectivement de toutes les petites galères qu'il a pu rencontrer, que ce soit sur la partie nutrition, que ce soit sur la partie musculaire, irritation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, aussi sur le mental. Donc je suis très content de faire cet épisode. Juste avant de commencer, petit rappel, si jamais vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur le podcast, vous êtes sur le meilleur podcast de France sur Aerox, je l'espère. Donc installez-vous. Prenez un crayon et un carnet si jamais vous avez envie de prendre des notes. Si jamais vous êtes sur votre séance d'ergo ou sur votre séance de tapis, accrochez-vous et merci d'être là. Si jamais c'est pas la première fois que vous êtes là, pensez à vous abonner. C'est un petit clic qui ne vous coûte rien. C'est entièrement gratuit, mais nous, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à nous développer. Et puis, si jamais vous avez des questions pour l'invité du jour, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On aime bien repasser après et ça nous fera peut-être l'occasion de faire un deuxième épisode. Aussi, j'en parle, on a un programme d'entraînement si jamais vous êtes quelqu'un de normal, tout simplement, et que vous avez 1 heure par jour peut-être à dédier à l'Aerox et à l'entraînement. On a un programme qu'on a développé avec Geoffrey Voisin, qui a été pendant très longtemps le recordman français, qui a été souvent aussi en élite 15. Un programme qui est simple à comprendre pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, si vous êtes papa, si vous êtes comme moi, que vous avez 30 ans plus et que vous n'avez pas forcément un gros background sportif. On a fait un programme franchement qui est efficace, efficient et qui vous permet de progresser vraiment sur Aerox. C'est moi qui m'a permis de monter jusqu'à mes temps actuels. Donc j'espère qu'il vous sera utile. Aussi, je vous mets dans le lien dans la description. On fait un programme pour les débutants qu'on appelle Rox Fondation. Uniquement 3 entraînements par semaine, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à le demander. Je mets le lien de la liste d'attente en description. Ça s'adresse aux gens qui débutent sur Aerox et vous êtes les bienvenus aussi sur le podcast. Et je vous préviens aussi qu'à partir du mois de juillet, j'accompagnerai des gens en accompagnement individuel. Pareil, vous pouvez passer par le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Trêve de bavardage, trêve de parler de moi, trêve de mon auto-promotion. Aujourd'hui, j'accueille Anthony Cromwell. Salut Anthony et bienvenue sur Rox Evolution. Salut Bart, comment ça va ? Bah écoute, ça va super. Je suis toujours plein d'énergie avant de commencer un podcast et notamment comme celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc je t'ai présenté comme celui qui a multiplié toutes les distances Aerox pour le faire. On précise bien, tu l'as fait avec les poids pro? C'est ça, Ou avec les poids open? exactement. Tout en pro, Ouais. pro. Ouais, c'est ça. Donc Donc du voilà, coup, on va pas du tout rigoler. c'est ça. Pardon, En fait, je me vas-y. suis dit, quitte à le faire, autant le faire au format le plus dur, directement, en solo, en poids pro. Donc comme tu disais, c'était bien donc 10 km de run, 10 km de ski, 500 mètres de push, 10 km de run, jusqu'à faire 1000 wall balls, du coup à la fin à 9 kg. Bon, bah, on va en parler. Je pense qu'on va étudier un peu station par station. J'aime bien savoir un petit peu, toi, ton background sportif. Jeune, tu faisais quoi? Alors, j'ai pas un gros background de 15 ans de triathlon, etc. Si tu veux, moi j'ai toujours été très dynamique, donc toujours dans le sport, mais on va dire que je me lasse assez rapidement, donc j'ai un petit peu tout fait, mais 1 an, pas plus quoi. J'ai un peu touché Ok. à tout, on va dire que j'ai fait 1 an de foot, 1 an de rugby, 1 an de karaté, 1 an de judo, voilà, 1 an de tout à chaque fois, et à chaque fois, à la nouvelle saison, je voulais faire autre chose. Voilà. Ok, ça marche. Et à quel moment tu as commencé un petit peu à te spécialiser, peut-être à faire un petit peu plus de course à pied? Donc on va dire qu'à 18 ans, je suis rentré dans l'armée. Ok. J'étais chasseur alpin pendant 7 ans. Waouh, Et chapeau.
Du coup, voilà, on va dire que quand tu es chez les Alpins, tu fais un peu plus de sport, tu es dans la montagne. On va dire que c'est petit footing dans la montagne le matin, tu rentres, tu vas faire un peu de muscu l'après-midi. Enfin, voilà, c'est déjà un univers assez sportif. Ouais. Mais on va dire que le vrai clic en sport, je l'ai pris en quittant l'armée en 2022, où j'ai commencé à m'entraîner pour préparer mon Ironman. Ok, d'accord. Donc tu as construit l'essentiel de ta base VO2, on va dire, dans ta jeunesse en faisant plein de sports différents. Tu as mis une petite couche de professionnalisation, d'accélération avec les chasseurs alpins. Et après Ironman, là, t'es rentré dans le dur et tu as commencé à étudier sérieusement le sujet, on va dire. Voilà, exactement, exactement. J'étais un petit peu le petit garçon qui court vite de l'école à l'époque. Donc j'ai toujours eu cette bonne base, je pense, cardio. Voilà, après avec l'armée, ça a un peu consolidé. C'est là aussi où j'ai pris un peu en force. Et aussi, je pense que le gros level up, ça a été mentalement, grâce à Mhm. l'armée. Le fait de pouvoir se dépasser, je pense que voilà, c'est vraiment un mindset qu'on développe pas trop dans le civil. Mais voilà, avec l'armée, dans la difficulté, quand on fait différents stages, etc. Voilà, il y a ce côté mindset qui est un peu plus poussé que dans le civil et qui va m'aider du coup pour les performances sportives plus tard, quoi. Vas-y. C'est pas le sujet du jour, mais j'aimerais quand même creuser un petit peu pour connaître mieux le quotidien d'un chasseur alpin. Ok. T'as dit, ok, bon, petit footing le matin dans la montagne, donc j'imagine que tu fais du dénivelé. Ouais. Je serais curieux de savoir un petit peu sur une année combien ça représente en termes de volume de course, si tu te souviens de quelques chiffres. Euh, et peut-être aussi avoir un point de comparaison par rapport à des militaires un peu classiques. Alors en France, on a plein de groupes de corps d'armée différents, tous sont très bons. Il y a des cultures aussi différentes, certains qui sont très geeks, d'autres qui sont très, on va dire, un peu beaucoup plus roots. C'était quoi, toi, l'ambiance? Donc, c'était quoi un peu le volume d'entraînement sur une année, on va dire, pour bien comprendre? Comment tu te compares par rapport aux autres groupes militaires? Et, euh, et quelle était un peu la philosophie dans ce groupe d'armées-là? Parce que on les connaît assez peu, les chasseurs alpins. On sait que c'est des bonnes machines de guerre. On sait que ça fait des bons athlètes après, mais on les connaît assez peu. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, il faut savoir que voilà, chasseur alpin, ça fait partie de l'armée de terre. Du Ouais. coup, il y en a beaucoup qui se posent la question. Je pense que dans les troupes armées, le top du top dans l'armée de terre, je dirais que c'est parachutistes et chasseurs alpins, du coup, qui se rejoignent un petit peu. La différence, du coup, c'est que les chasseurs alpins, c'est un petit peu le militaire tout climat. C'est un petit peu le militaire toute condition météorologique. On est amené à s'entraîner dans des milieux grands froids, on va dormir dans des igloos, on va faire du ski, on va faire pas mal d'activités comme ça, vachement extérieures. Mais à contrario, Mhm. on peut être amené à partir en mission en Afrique, dans le désert, dans des milieux plutôt désertiques et plutôt chauds, quoi. Donc déjà, il y a ce Ok. côté-là que le chasseur alpin développe, c'est vraiment la condition physique, voilà, à répondre un petit peu à tous les climats, pouvoir s'adapter vraiment le plus possible à ça. Après, en termes de volume, ça dépend, c'est vraiment assez particulier parce que tu veux, quand on part en camp d'entraînement, des fois on va partir 3 semaines en camp d'entraînement dans le sud de la France par exemple, et là ça va être un peu plus compliqué de s'entraîner. On n'a jamais vraiment un rythme qui est constant, c'était jamais tout le temps la Mhm. même chose. On va dire que quand on est au régiment, voilà, on va faire footing le matin, ça va être une dizaine de kilomètres. L'après-midi, il y aura 1 heure de muscu. Voilà, on va dire qu'on peut faire ça 3 à 4 jours dans la semaine. Après, rien ne t'empêche, moi je sais que j'aimais bien me lever le matin. En gros, on a le rassemblement à 7h30 tous les matins et jusque 17h si tu veux. Voilà, une journée classique pour le militaire, c'est de 7h30 à 17h. C'est un petit peu comme une journée à l'école, entre guillemets. Moi j'aimais bien à l'époque déjà me lever à 4h du mat pour aller faire une séance au poids du corps à la cage du régiment. Donc je faisais ça déjà pendant 1h30 et au moins j'avais le temps de déjeuner, me doucher et j'arrivais voilà, au rassemblement du matin déjà frais. Et puis j'avais même ce sentiment-là de travail accompli déjà Mhm. directement. Et après, je sais que ça m'arrivait aussi des fois à 17h quand on terminait le service d'aller à la muscu avec mes potes. Et puis comme ça, on était sûr au moins d'avoir nos 2 séances par jour, quoi. Ok. Et vous passez du temps en montagne, du coup, concrètement? C'est ça, en gros, si tu veux, Mhm. les régiments de chasseurs alpins, comme son nom l'indique, c'est plus dans les Alpes, du coup. Et voilà, il y a quelques régiments, donc on va avoir Annecy, Vars, Chambéry. Moi, j'étais à Gap, dans Ok. les Hautes-Alpes. Mais voilà, tout se passe dans les Alpes, donc du coup en altitude, ouais, en effet. Ok, ok. Et tu sens que l'entraînement en altitude, c'est quelque chose qui aide. Enfin, ça commence à être de plus en plus documenté, même si
les protocoles, si on rentre vraiment dans la science, tu vois, les athlètes répondent très très différemment à l'altitude. Toi, tu sens que ça t'a apporté ou tu sens que par rapport à d'autres régiments qui sont au niveau de la mer, vous avez une meilleure VO2? Enfin, j'en sais rien. C'est quoi tes convictions par rapport à ça? Alors, ouais, j'ai vu la différence, en tout cas sur moi, je l'avais vu à l'époque. Moi, je suis originaire de Picardie, donc du Ok. nord de la France, de base. Ouais, Toi, donc t'es un à zéro terrain, mètre, toi, t'es à altitude zéro. c'est ça, un terrain assez plat du coup. Et du coup, quand je courais justement pendant mes périodes de lycée dans ma région, quand ensuite par la suite je suis arrivé à l'armée, où j'ai commencé à m'entraîner en altitude, etc., quand je revenais des fois les week-ends faire des 10 km, etc., je me sentais beaucoup plus à l'aise qu'avant, Hmm. justement. Donc Ok, je sentais vraiment cette différence-là. Ouais, ouais, je la ressentais vraiment. ok. Et après, ouais, tu fais de la clim et après, normalement, ça devient. Ce qui était plus dur devient un peu la norme pour toi, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Hyper intéressant. Et j'imagine du coup qu'il y a beaucoup de profils un peu plus chat maigre. Tu vois, on voit dans les forces spéciales, t'as des mecs qui sont fins comme mon doigt et tu te dis putain les mecs ils pourraient courir le marathon en 2h30. Puis juste à côté tu vois des gars beaucoup plus profil américain, bodybuildé et tout. Dans les chasseurs alpins, le profil un peu type, j'imagine c'est plus chat maigre, C'est plus ça. fin, très résistant, très sec. Oui, c'est ça. Il y a un côté plus chat maigre, déjà de par la condition physique Hmm. et l'exigence du coup du terrain que dans d'autres régiments. Tu sais, on va avoir des régiments où les militaires vont être véhiculés. Hmm. Donc déjà, dans ces régiments-là, on sait que ils vont moins prêter attention à la forme physique, mais ils vont un peu plus miser, je pense, du coup, sur l'état du véhicule, parce que du coup, c'est le véhicule qui va transporter. Tu vois. Quand tu es dans des Ouais. troupes à pied, du coup, bah, tu es obligé d'avoir une bonne forme physique, parce que c'est ton corps, justement, qui va t'amener en haut de la montagne ou à l'arrivée, justement, de l'endroit où tu dois aller, quoi. Ok. Donc il y a ce côté, justement, voilà, où tu dois, voilà, comme on dit, c'est ton corps, c'est ton outil de travail. Voilà, bah, à l'armée, c'est clairement ça, quoi. Ouais. Bon, j'ai deux dernières questions avant qu'on passe un peu à ta fin de l'armée et sur la brique Ironman. Je suis hyper curieux. La première, c'est est-ce que tu as fait des terrains d'intervention à l'international? Ouais, tu, du coup, j'ai tu fait, peux en du coup, parler un peu, ouais. en 7 ans d'armée, ouais, on peut en parler. En 7 ans d'armée, je suis parti 3 fois en mission au Sahel. Du coup, à l'époque, c'était la mission phare de l'armée française. Et voilà, du coup, j'ai passé au total, au tout cumulé, sur mes 7 ans, j'ai passé un an, du coup, dans la bande sahélo-saharienne. Ouais. Ok. T'as eu à utiliser ton arme? T'as eu besoin d'utiliser ton arme? Si tu veux, à l'époque où on faisait ça, cette mission-là, donc c'était l'opération Barkhane, à l'époque, comme je te disais, c'était la mission phare de l'armée, c'était la mission la plus dangereuse de l'armée. On a eu des moments chauds, on a eu pas mal de moments chauds. On va dire que même sur les 3 missions que j'ai fait, il n'y a pas eu une mission où il s'est rien passé, si tu veux. Donc voilà, on était vraiment l'escadron de reconnaissance et d'intervention, on était vraiment en première ligne. Donc voilà, on s'est pas ennuyé, si tu veux, pendant ces 4 mois de mission. Voilà. Ok. Ça marche. Bon, on restera discret. Si jamais les gens veulent plus de détails, ils peuvent le demander en commentaire. On verra si jamais on en parle. Mais j'ai une deuxième, ma dernière question un peu sur toute la phase armée. C'était quoi les thèmes que toi t'aimais bien et dans lesquels t'étais bon? Et est-ce qu'à l'inverse, il y avait une partie de la vie de militaire qui, disons-le clairement, t'emmerdait ou sur lesquels tu te sentais pas dans ta zone de génie et pas à l'aise? Donc, je serais curieux de savoir un petit peu les deux. Ouais, on va savoir que voilà, à l'armée, nous, on était combattants, on a différentes spécialités, d'accord? On va avoir le tireur de précision, on va avoir le secouriste au combat, on va avoir pas mal de trucs comme ça. Moi, j'ai toujours été un peu passionné par le secourisme. Hmm. Déjà à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais fait des stages chez les pompiers, etc. Et du coup, ça me tenait à cœur en arrivant à l'armée, en plus d'être combattant, d'avoir cette capacité de pouvoir prodiguer les soins à tes collègues qui pourraient être potentiellement blessés lors d'une mission. Donc voilà, donc à l'époque, j'avais passé les différentes formations pour être secouriste au combat. Ok. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et que je trouvais vraiment intéressant. Et puis même dans la vie de tous les jours, ça sert toujours à tout le monde de savoir prodiguer les premiers soins. Ouais. Après, bah, je peux te dire directement un petit peu ce qui m'a
fait un petit peu sortir de l'armée, ce qui m'a donné envie de quitter vers la fin au bout de 7 ans. Déjà, je trouvais que j'avais fait un peu le tour au bout de 7 ans d'armée. 7 ans, ça reste long quand même. Quand tu commences à 18 ans et que tu quittes à 25 ans, ça fait déjà beaucoup. On va dire que c'est un petit peu, je veux pas jeter la pierre non plus, je pense que c'est les générations qui veulent ça, mais les nouvelles générations qui venaient s'engager dans l'armée, qui n'avaient pas cette hargne qu'on avait nous à l'époque. Après je dis à l'époque, je veux pas faire l'ancien, mais voilà, quand je me suis engagé en 2015, voilà, je sais que quand je suis arrivé directement, j'avais un bon groupe de potes, on était tous un peu dans la même optique de vouloir être meilleur que les caporaux. Quand on est passé caporal, on voulait être meilleur que les caporal chefs, etc. On avait vraiment ce sentiment de toujours vouloir être meilleur. Et moi, du coup, quand j'ai fini caporal chef, que j'avais encadré des jeunes recrues, ils n'avaient pas cette faim et ils étaient un petit peu là parce qu'ils avaient vu de la lumière et ça m'a petit à petit un petit peu saoulé de devoir m'investir pour des gens qui n'avaient pas cette flamme justement pour le métier, quoi. Ok. Ça vient d'où, tu penses? C'est une bonne question. Je pense que c'est quelque chose qui se construit, je pense, à l'école déjà. Et le fait, tu sais, on parle un petit peu du fait, les parents doivent être un peu plus relax avec les enfants. Tu vois, à l'époque déjà, l'enfance était déjà un petit peu plus dur. Et je pense que déjà, ça t'endurcit pas mal déjà pour la suite. Là, le fait d'être un petit peu trop relax avec les enfants, je pense pas que ça les aide à aller dans le bon sens par la suite. Ils sont un petit peu trop autonomes trop tôt, je dirais. Après, il y a les générations, téléphone, on sait bien. Après, je pense que les réseaux sociaux là, qui sont montés en puissance ces dernières années-là, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. On peut maintenant se documenter, apprendre pas mal de choses. Mais voilà, il faut voilà, l'utiliser à bon escient, je pense. Enfin voilà quoi. Ouais. Non, mais c'est marrant que tu parles de ça et que tu ramènes ça au téléphone, parce que c'est vrai que, en fait, je trouve que les réseaux sociaux et le fait qu'on passe du temps sur notre téléphone, je trouve que c'est un puits à nos hormones, tu vois, que ça soit la dopamine, l'adrénaline, ça bouffe tout. Et du coup, quand t'es dans la vie réelle et quand t'es déconnecté, et je pense que c'est la vie d'un militaire, parce que je pense que vous passez très peu de temps sur le téléphone, parce que bah, déjà t'as une arme dans les mains, un sac de 20-30 kilos sur le dos, et que bah, si on te voit avec le téléphone dans les mains, tu peux perdre ta vie. Bah, je pense que ouais, quand t'es dans la vie réelle, en fait, t'as moins envie. T'as moins, tu vois, tu vas moins à la recherche de sources de dopamine, de sources de sérotonine, d'endorphine, d'adrénaline, parce que, bah, en fait, le téléphone, ça a tout pris, quoi. Donc, c'est marrant que tu ramènes ça à ça. Et, en tout cas, c'est intéressant. Et encore une fois, après, je pense que il y a aussi du bon. Enfin, il y a plein de bons aux réseaux sociaux et c'est comme tu le dis, faut l'utiliser avec parcimonie. Bon, si je comprends bien, en tout cas, vous étiez un peu une génération, la génération David Goggins quand même. On veut être meilleur, on veut progresser, on veut y aller. C'était une influence. Je vois qu'après, tu vas sur les sports d'endurance. David Goggins, il s'est mis à fond là-dedans. Qu'est-ce que, est-ce que c'est un mec qui sème des graines justement pour te dire allez après je vais aller faire des sports d'endurance ou pas du tout, ça a rien à voir. Je serais curieux de savoir parce que moi c'est un mec qui m'a inspiré, tu vois, personnellement. On aime ou on n'aime pas. Moi je sais que en le lisant je pourrais pas être militaire, mais au moins je me suis dit mec, ta tête, tu peux faire des trucs de dingue, tu peux aller très loin dans la douleur et il faut pas en avoir peur, faut essayer plutôt de le dompter, quoi. La dompter. C'est ça. Moi, si tu veux, j'ai connu Goggins, j'étais déjà à l'armée depuis pas mal d'années. Hmm. Donc ça n'a pas été vraiment une grosse influence. Cependant, c'est vrai que c'est motivant. Tu vois un mec comme toi, deux bras, deux jambes, en plus ancien militaire, toi tu es militaire à ce moment-là, un mec qui repousse un petit peu les limites physiques et mentales, c'est sûr que ça te donne envie aussi toi de te transcender dans des challenges ou autres. Voilà, j'ai jamais été fan de quelqu'un ou j'ai jamais été en mode tiens je veux sa vie ou je veux être comme lui. Moi j'ai toujours essayé d'être, ça fait un petit peu Monsieur Tout le Monde, mais voilà, vouloir être la meilleure version de moi-même, tu vois. J'ai toujours voilà, voulu me la donner. Je me suis toujours convaincu que mentalement j'étais assez fort. Je savais très bien que je sortais pas du lot physiquement, que du fait que je n'ai pas de background sportif ou autre. Je suis vraiment Monsieur Tout le Monde, tu vois.
Mais je pense que la particularité, comme je te disais, ce que j'ai développé avec l'armée, c'est vraiment ce côté mental, ce côté que voilà, je pense que mentalement je peux tout réaliser et du coup je me lance dans des challenges pour voir si c'est le cas en fait, tout simplement. Ok. On peut creuser un tout petit peu le mental et après je te demanderai pourquoi l'Ironman, mais dans le mental il y a beaucoup de choses, tu vois. Il y a ne pas avoir, il y a avoir confiance en soi et se dire tiens je suis capable de réaliser tous les défis. Il y a la gestion du stress, il y a la capacité à chasser les idées parasites, il y a la gestion de la douleur, il y a la discipline. Toi, dans cette partie un peu mentale, on va dire, ce serait quoi les points sur lesquels tu es le plus fort? Ou qu'est-ce que tu as Je développé? dirais, ouais, je dirais c'est la faculté à ne pas abandonner. Hmm. Euh, Au bout d'un moment, on sait tous que physiquement, t'as plus envie, t'es sec, t'as plus de jus, t'as plus rien. Je pense que ce qu'il faut pour être sûr de ne pas abandonner aussi, tu sais, comme on dit, avoir son why. Tu vois, avoir cette raison de pourquoi je le fais. Si ton pourquoi je le fais, il est plus fort que la douleur que tu ressens sur le moment présent, bah tu vas pas abandonner et tu repenseras à ça. Moi là justement pendant mon ultra Aerox, j'ai eu des moments très durs, surtout pendant la nuit. Mais plus que tout, j'étais là, voilà, j'allais à la conquête de ce record du monde, du coup, qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Et pendant la nuit où j'étais avec mon sac de fente, où j'avais super mal aux épaules, super mal aux jambes, je me dis, mais mec, tu veux un record du monde, évidemment que c'est dur. Tu vois, sinon tout le monde l'aurait déjà fait. Hmm. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui ont fait que voilà, je sais dans ma tête que je vais pas abandonner, donc je suis sûr de terminer. Comme on dit, il y a des phrases qui tournent, c'est tu ne peux pas battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et c'est totalement ça, tu vois. Ok, ok, donc ouais, capacité à ne pas abandonner, capacité à résister à la douleur, et t'en as fait du coup une force et une philosophie de vie. Bah écoute, et le, à quel moment tu t'es rendu compte que t'étais un peu meilleur que les autres sur cette partie-là? Ah, excellent. En gros, si tu veux, quand j'étais dans l'armée, vers la fin de mon contrat, j'avais décidé de passer les tests commando. Ok, donc c'est une unité spéciale chez les chasseurs alpins. Hmm. Je m'étais préparé longuement sur ça, physiquement, psychologiquement, en termes de connaissances militaires, etc. J'avais vraiment bien préparé ça. Hmm. Donc j'arrive au test commando. C'est des tests qui vont durer 4 jours, 3 nuits, non-stop, où tu vas être éprouvé physiquement, mentalement, 2 jours comme de nuit, tu vas pas dormir, etc. Et on va dire que j'avais tout bien préparé, mais une chose qui m'a fait défaut, ça a été le manque de sommeil. Et en fait, voilà, le manque de sommeil, on a tous déjà fait une nuit blanche, tu sors de boîte et t'enchaînes sur ta journée de travail. Voilà, on a tous déjà fait ça. Une nuit blanche, ça passe un peu pour tout le monde. La deuxième nuit blanche, t'es plus le même homme. C'est plus pareil, il n'y a plus rien à voir. La deuxième nuit blanche, quand tu marches de nuit, t'es encore avec ton sac à 40 kilos, t'es avec ton arme, tes optiques de nuit, t'es tout seul dans la forêt. Et là, tu commences à entendre des voix, t'as des hallucinations, t'as des arbres qui bougent. Et ça, c'est juste uniquement à cause de la fatigue. Je te dis, au bout de la deuxième nuit blanche, où ça devient très très compliqué. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ne s'entraîne pas. Ou alors il faut s'entraîner à pas dormir potentiellement. Mais voilà, ça c'est quelque chose que du coup j'avais pas anticipé, que j'avais pas préparé. Et du coup ça aura causé, si tu veux, l'échec à ces tests commando. Ok. Donc du coup après à l'issue, je suis parti dans le civil. Et du coup un jour j'étais sur YouTube en train de scroller et je tombe sur un mec qui fait son premier Ironman. Donc, je regarde un petit peu la vidéo et pendant la vidéo je me dis mais attends, ce mec-là il a rien de plus que moi, deux bras, deux jambes, il avait jamais fait de triathlon avant. Je dis moi aussi je veux comme premier triathlon faire un full Ironman. Et du coup c'est parti de là, je me suis lancé un petit peu à la conquête de challenge sportif. Mais c'était même pas au final pour le côté sportif que je le faisais, c'était vraiment pour le côté, voilà, mon mental m'a fait défaut à ce moment dans l'armée, je veux plus jamais devoir craquer mentalement pour la suite dans le civil, dans mes challenges. Donc en fait, ce côté sportif, que ce soit Ironman, Ultra Aerox, Ultra Spartan Race, etc., je l'ai fait plus pour le côté, ok, je veux voir jusqu'où je peux aller mentalement. Et à chaque fois, les challenges que je vais faire seront de plus en plus durs pour voir justement jusqu'où je peux aller et ne plus avoir cet échec de l'armée
qui me pèse, entre guillemets, mais qui me pousse maintenant à être meilleur à chaque événement, quoi. Ok. Donc ton why finalement dans le sport, c'est un peu cet échec du test commando. Et en tout cas, ça a été riche en apprentissage. On dit aucun échec n'est un échec si on apprend des choses. Mais écoute, hyper intéressant, hyper intéressant. Et donc tu vois le triathlon. T'as quelques refs en natation parce que chasseur alpin, excuse-moi, mais dans les forces spéciales ou dans certains groupes de l'armée, on sait qu'il y a beaucoup. Il y a un peu de nage, il y a un peu de milieu aquatique. On sait souvent que en tout cas, pas mal de gars le refutent. Le vélo, vous en faites pas, tout simplement, et c'est là où il faut aller chercher quand même du volume. Sur la course à pied, tu as quelques refs. C'est quoi un peu tes refs? Est-ce que tu te souviens, je sais pas, si tu as un temps au 10 ou un temps au marathon en référence à l'époque ou pas? Alors, niveau natation, à l'armée, on nage une fois par an. C'est pour les CCPM, c'est un petit peu les évaluations sportives annuelles. Ok. Où on est évalué sur, je crois que c'est 100 mètres, plus 25 mètres d'apnée, ou 10 mètres d'apnée, c'est quelque chose comme ça. Du coup, voilà, on nage une fois par an. Donc, je suis passé du jour au lendemain à nager une fois par an à 3 fois par semaine, avec beaucoup de vidéos YouTube, principalement, pour apprendre un petit peu les bases de la natation. Donc, voilà. À savoir que l'Ironman, je l'ai préparé sur 11 mois à l'époque, mais je partais de zéro en natation et en cyclisme. Également, du coup, j'avais pas de vélo à l'époque. Heureusement, j'ai l'un de mes meilleurs amis qui était cyclisme amateur, mais avec un très bon niveau, qui a fait quasiment toutes les sorties avec moi. Il m'a aidé à acheter le vélo, les équipements. Il m'a appris à pédaler. En fait, on pense que faire du vélo, c'est juste pédaler. C'est pas juste pédaler. Il y a vraiment des stratégies de course, gérer ses vitesses, ses plateaux, tout ça. C'est pas anodin au final. Ouais, c'est un Et, sport mécanique, hein. exactement. Et le fait d'avoir appris ça avec lui, j'ai gagné énormément parce que, comme je te le disais, je l'ai préparé mon Ironman en Picardie, donc sur du plat. Et au final, je suis arrivé à l'Ironman de Nice avec énormément de dénivelé. Et au final, je me rappelle que ce jour-là, j'avais doublé énormément de monde. Et c'était un terrain que j'avais pas du tout pratiqué, quoi. Ok. Tu fais combien du coup pour un premier Ironman? Je fais 15 heures. Ok. 15 heures. C'est pas un bon chrono. Parce qu'en gros, il faut savoir que le time cap de l'Ironman, c'est 16 heures. C'est à heure, ouais, ouais, ouais. C'est ça, donc tu vois, c'est limite. Après, on va dire que c'était un petit peu à l'époque où je m'y connaissais pas, j'étais pas coach sportif. J'avais pas cette connaissance-là de la préparation physique. Donc j'étais en surentraînement. Les 3 derniers mois, j'étais blessé, je pouvais plus courir. De avril à juin, j'ai pas pu courir, j'ai fait uniquement de la natation. Enfin voilà, et du coup, je l'ai payé le jour J, concrètement. Ouais, bien sûr, forcément, ouais. Et le Ok. jour J. Que quand tu sors du vélo, tu sors de 180 km de vélo, tu descends de ton vélo, tu as 2 bouts de bois à la place des jambes et tu as un marathon qui t'attend. Ah bah là c'est compliqué là. Là c'est Ouais, compliqué. ouais. Mais c'est vrai qu'on se plaint après 2 allers-retours de sled d'avoir les jambes congestionnées et de devoir courir la fin d'un Ironx. Quand t'as fait 180 bornes de vélo, c'est une toute autre sensation. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Ok. Mais ça, 15 heures, c'est quand même long. Donc j'imagine en plus avec une préparation pas évidente comme tu l'as dit. Il y en a plus d'un qui termine un peu dégoûté ou en tout cas, bon, ils ont coché la case mais ils s'y remettent pas. Est-ce que toi t'as recommencé un peu t'as refait du triathlon ou pas? J'ai jamais refait de triathlon pour l'instant. Ok. J'ai jamais refait de triathlon. C'est pas une porte que je me ferme. C'est juste qu'à l'issue là, de l'Ironman de Nice, j'étais parti vivre à l'étranger pendant 2 ans. Mhm. Donc en tant que coach sportif. Et j'ai pas eu l'occasion du coup de refaire du triathlon. Mais si j'en refais, ce serait. J'aimerais faire potentiellement le Norseman. Je sais pas si ça te parle. Ouais, bien sûr, évidemment, hein, d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas, il y a un excellent intérieur sport à avoir absolument. Mais vas-y, Et voilà. je te laisse l'expliquer. Voilà, du coup, le Norseman, c'est les distances de l'Ironman, mais North, en Norvège, dans le milieu vraiment grand froid, où en fait tu montes dans un ferry, il t'emmène au milieu du lac, tu sautes dans l'eau, l'eau elle doit être à 10 degrés max, et là c'est parti, il t'envoie tes 3 km 800 de nage dans une eau à 10 degrés, et après tu pars sur 180 km de vélo avec énormément de dénivelé, et je sais que du coup le marathon à la fin, pareil, il termine en haut d'une montagne quoi. Ouais, allez, sur les 10 derniers kilomètres, je crois que tu as 1500,
Ouais, donc c'est le mont Lofoten, non? Le nom, parce La que je mon- sais qu'il y a deux finish lines, tu sais. Ouais, exactement. Pour Le blanc la et le première noir, moitié. c'est ça, Ouais, ouais. exactement. Selon ton temps estimé, il t'oriente vers une finish line différente. Ouais. Ouais, selon la météo, je sais j'ai un copain très déçu. Il y a une année, la météo était catastrophique. Et donc, il faut monter les 10 derniers kilomètres sur cette montagne qui est à un peu plus de 2500, enfin, dans mes souvenirs, 2500, 2600 mètres. Et il y avait tempête en haut et du coup ils ont dit à tout le monde les gars ça sert à rien de monter sinon vous allez perdre la vie quoi. Et effectivement il y Euh, avait de l'orage, enfin déjà il y avait eu beaucoup d'abandon sur la partie vélo parce que les pluies là-bas c'est pas les petites averses que tu peux retrouver que tu peux retrouver à Paris ou en France. Ok, donc ouais, tu gardes ce projet un peu en tête. Quand est-ce que tu découvres Aerox et comment est-ce que tu tombes les pieds dans ce monde-là? alors en gros, du coup, j'ai découvert Aerox en Australie. Du coup, comme je te disais, j'ai fait l'Ironman de Nice en juin. Au mois d'août, Ok. je pars en Australie car en fait, justement, l'année où j'ai passé l'Ironman, c'était l'année où je passais mon BPGEPS, donc la formation pour devenir coach sportif. Et directement à l'obtention du diplôme, je suis parti à l'étranger. Donc je suis parti en Australie pour apprendre la langue parce que je parlais pas du tout anglais et à la fois pour pouvoir coacher en fait. Tout Bien simplement sûr. dans un autre pays, découvrir un petit peu la prépa physique vue d'un autre angle. Et du coup j'arrive à Melbourne et je me lance pas directement dans l'Aerox, je connaissais pas à ce moment-là ou alors de nom mais je m'étais pas trop intéressé. Je me lance dans un challenge, les crossfitters se reconnaîtront, c'est le Murph Challenge Ouais. mais en mode marathon. En gros, le Murph Challenge, pour ceux qui connaissent pas, c'est 1,6 km de run, 100 traction, 200 pompes, 300 squats et 1,6 km de run. Donc ça, Grosso c'est le Murph modo, classique. c'est le Murph classique, c'est un WOD qui va prendre une 45 minutes environ. Et à ce moment-là, j'étais tombé sur un mec sur les réseaux sociaux qui avait réalisé un mois auparavant le marathon Murph Challenge. Donc c'est un marathon, 1000 tractions, 2000 pompes, 3000 squats et un deuxième marathon dans la journée. Ouais, ça paraît dingue. Et quand je vois ça, je me dis, mais moi aussi je peux le faire. Et du coup, je me suis lancé, je me suis préparé pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, je me suis dit, c'est quoi, quitte à faire un challenge un peu taré, pourquoi pas le faire, je l'avais jamais fait à l'époque, pour une œuvre caritative. Mhm. Donc, juste à côté de l'endroit où j'habitais en Australie, il y avait un hôpital d'enfants malades. Du coup, j'étais parti là-bas pour les contacter. Je leur ai dit, écoutez, moi je vais me lancer dans un challenge sportif. J'aimerais que la cause serve. Donc voilà, j'aimerais récolter des fonds pour votre hôpital. En plus, ça a tombé pile poil dans la période de Noël. Donc ils étaient hyper hypés par le projet. Donc je me suis préparé pendant 2 mois. Et du coup, je me suis lancé sur le challenge. Donc voilà, j'ai fait le premier marathon du coup, en gestion. Je l'ai fait en 4,30. Je l'ai couru en 4,30. Quand même, hein. Ensuite, ouais, quand même, ça reste un bon rythme quand même. Mais voilà, c'était vraiment un rythme où je voulais pas me cramer, où je me sentais à l'aise. Tu vois. Parce que 4,30, ça te fait terminer de mémoire en 3,20, non? À peu près? En Trois allure? heures vingt. Ouais, d'allure. Ah ouais. Non, Non. Ah non, 4h30. Ah, je pensais que ok, mais je pensais que l'allure était 14h30. Ok, non, d'accord. non, je t'ai pas Ouais, ouais, bloqué. ok, donc Non, je t'ai t'es pas ok, bloqué. ok. J'ai mis 4h30 pour faire le marathon. Donc t'es en 6 du kilomètre à peu près. Voilà, c'est quelque chose Gros. comme ça. Ouais, Voilà. ouais. Ok. Donc je fais ça. Ensuite vient l'épreuve des tractions, les 1000 tractions. Et du coup, là, je m'étais inspiré de David Goggins. Là, Hmm. on revient un peu sur la ref. Et du coup, j'avais fait 6 tractions toutes les minutes. Donc j'avais à peu près 20 secondes d'effort, mais du coup, j'avais 40 secondes de récup. Je sais que David Goggins, et même, je crois même Thomas Fry, il avait fait ça à l'époque. Je crois que c'était 6 tractions toutes les 30 secondes. Lui, il avait Ouais, fait. exactement. Et Voilà. ça lui faisait que 10-15 secondes de récup. Je sais Ouais, pas comment non, il a ça fait, c'est quoi. très solide. Ouais, très très solide. Et du coup, moi quand j'avais fait ça, du coup, 6 tractions toutes les minutes, c'était un effort où j'avais suffisamment de repos pour pouvoir enchaîner. Et du coup, ça m'avait pris, si je ne me trompe pas, 3 heures. 3 heures pour faire les 1000 tractions. Si je ne me trompe pas, Hmm. c'est ça. Voilà. Ok, ok, Ça, ensuite vient le moment des pompes. Je garde un peu le même format. Je fais 10 pompes toutes les minutes. ok. Donc pareil, je crois que je dois être aux alentours de 3 heures. Et le dernier, du coup, les 3000 air squats, là, c'était un peu plus au feeling, mais je faisais des séries de 50. Je faisais 50, une minute de récup, 50, quelque chose comme ça. Et j'avais mis, je crois, 1 heure et demie, 2 fois moins de temps, ouais.
Ok, ok. Donc finalement, Après, le plus dur, c'est quoi du coup? le deuxième marathon. Ouais, c'est le deuxième marathon. Ouais. Non, mais c'est sûr. Non, même je suis curieux d'avoir sur la partie exo, parce qu'il y a des gens qui ont des points faibles traction, d'autres qui ont des points faibles pompe, d'autres qui ont des points faibles squat. Toi, c'était où du coup? Si je comprends bien, c'était plutôt pompe du coup. Honnêtement, honnêtement, les trois sont bien passés. Et j'avais bien géré mon volume où chaque semaine, pendant la prépa, j'augmentais le volume tranquillement. Après, on va pas se mentir, au bout de 500 tractions, bah, t'as mal aux épaules, hein. À la Oui, moitié, on oui, commence déjà à grincer, hein. Ah, c'est clair. Et du coup, l'avantage que j'ai eu pour éviter que ça coince trop sur mes trois stations, c'était l'alimentation. En fait, à chaque série, bah, je buvais, je prenais un gel ou une barre ou une pâte de fruits ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je profitais à chaque fois de mes 40 secondes de récup pour m'alimenter ou m'hydrater. Et du Hmm, coup, j'ai jamais eu une crampe ou un moment de down où j'ai toujours été bien pendant toute la durée de l'épreuve. Ouais. ok. Euh, tu bouffes combien de calories et combien de gel sur un effort comme ça là, du coup? En termes de calories, je dirais que, en tout cas, j'ai dû brûler, si je me trompe pas, entre 13 et 15 000. 13 et 15 000 calories. À savoir que mon métabolisme de base, si je fais pas de sport, je brûle déjà 2700. Donc En je brûle déjà. quotidien? Ouais, ok. Ouais. Donc ça, Ouais, c'est donc ça sans va. séance de sport. Après, on avait regardé avec mes séances de sport, je suis plus aux alentours de 4300 cales. Hmm, Donc, ouais, il faut manger, hein. Là, il faut manger. Je suis même arrivé à un stade où je mange un peu de la merde pour avoir des calories un peu rapides. Parce que ouais. si je devais m'enfiler des plâtrés, au bout d'un moment, j'ai plus faim, quoi. Tu vois. Donc, c'est Ah un ouais, peu c'est compliqué sûr. en termes de volume. Quand Donc là, tu je suis dis de arrivé la à un merde, stade. c'était quoi du coup? Bah, ça va être des crêpes, des pancakes, Hmm, avec des coulis, c'est encore fruits soft, hein. rouges. Ouais. Encore, ça dépend de la quantité après, hein. Mais ouais. Ouais. Tu sais, j'en vois des fois bon après sur les ultra trail, des fois t'as le beat je sais pas si Ça tu me aussi, c'est diras un si peu t'as fait un fragile. peu ça, mais t'as le beat qui peut plus rien avaler, sauf tu vois des bonbons, des trucs ou même il y en a qui ont Des- l'inverse, ils ont tellement mangé de sucré qu'ils ont besoin d'avoir de l'ultra salé. Et du coup, ils Ouais. se ruent sur des chips, ils se ruent sur des frites, ils ont besoin de calories faciles. Et bah, après, de toute façon, au bout d'un moment, je pense que tu prends ce qui passe. Toi, t'as jamais été écœuré par le sucre? Je dirais, si au bout d'un moment, quand tu manges trop longtemps la même chose, au bout d'un moment, ça passe plus. Je sais que les gels sportifs, au bout Hmm. d'un moment, ce côté, tu sais, un peu pâteux dans la bouche, tu sais, tu mâches, en fait, ton corps, il veut plus l'avaler. Il veut plus l'avaler, donc tu as besoin d'autre chose. Comme tu disais, un peu salé, je variais aussi entre sucré et salé. Des fois, je prenais des tucs. Des fois, je mangeais des pains au chocolat. Les bonbons, au bout d'un moment, ça passe plus, c'est pareil. T'as envie de Kinder Bueno. Enfin, voilà, il faut vraiment varier. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le sucre, ça devient un peu compliqué. Du coup, dans ces efforts-là, après, j'ai envie de pâtes ou j'ai envie de riz. Riz banane miel. Ah, ça, j'adore. Hmm. Ma soeur, elle est morte de rire à chaque fois que je dis que j'adore parce que pour elle, c'est pas un repas. Bah, mais bien calorique et au moins tu sais que ça marche, quoi. Mais voilà, c'est ça. Il faut maintenir, je pense, un taux suffisamment élevé en termes de glucides, parce que sinon, Ok, tu sens carrément, tu sens que de toute façon, tu perds en énergie, mais dingue. ouais. Tu t'as un down après un événement comme ça, tu vois, les quelques jours après. Moi, je sais que il y a quelques temps, j'ai fait 4 Aerox en 7 jours. Alors, c'est rien, tu vois, comparé à toi, c'est Ah, rien. mais c'est énorme, Mais c'est tu le énorme. fais, tu vois, tu le fais avec une grosse intensité, en essayant vraiment enfin, j'essayais d'être à bloc. Et j'ai eu un truc, enfin, les 2 semaines après, j'ai frôlé, pas la dépression, tu vois, mais j'étais pas heureux, j'étais fatigué. Il y a des jours, je broyais un peu du noir et tout, et je sentais que j'avais puisé en fait, j'avais épuisé mon système nerveux et que j'étais allé Mm. chercher quand même bien loin dans la douleur. Parce que mine de rien, je bats mon record sur le quatrième, tu vois, donc sur la quatrième course. Et donc, je suis allé bien loin dans la douleur et j'ai l'impression d'avoir épuisé un peu les réserves de capacité à aller dans la douleur. Toi, comment tu te réveilles le lendemain d'un challenge Murph comme ça? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es encore dans l'adrénaline? Est-ce qu'il y a un moment, tu as un peu un down? Comment ça se passe les jours après?
Bah, du coup, les jours après, on va dire que malgré la douleur, bah, t'es content. T'as terminé le challenge, t'as réussi, t'as répondu présent quand il le fallait. Donc déjà, il y a ce côté de satisfaction d'avoir terminé un gros challenge. Parce qu'il faut le savoir que voilà, avec les réseaux sociaux, à chaque fois que je fais un événement, j'aime bien faire un petit peu les pubs sur les réseaux. Bon, tout le monde fait ça maintenant, hein. On fait un Mhm. petit peu la promotion de son événement. Mais du coup, il n'y a pas que des gens qui te disent que tu vas réussir, il y a aussi des gens qui te disent que tu n'y arriveras Ouais, pas, tu n'y arriveras jamais. Donc il y a aussi un peu ce côté de ah, j'ai quand même fermé des bouches. Tu vois? Il y a quand même ce côté que voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru. Là, je leur ai montré que c'était possible. Tu vois? ouais, Il y a ouais. aussi ce côté de satisfaction-là. Donc même au final, si le lendemain tu as hyper mal au genou, parce que moi c'était clairement mon cas, j'ai arrivé à peine à sortir du lit. Bah, si c'était à refaire, je me dis, si c'était pour le réussir à nouveau, bah, c'est pas grave, la douleur au genou, elle en vaut la peine. Tu vois. Ok, ok, ok. Donc, en gros, voilà, c'est un peu comme ça. Je sais que au fur et à mesure des jours, les douleurs varient. Je sais que là, pour l'Ultra Aerox, c'était exactement pareil. C'était douleur au genou le lendemain, douleur musculaire le surlendemain. Et du coup, 3 jours après, c'était vraiment une fatigue nerveuse générale, par contre, où tu te sentais vraiment à plat. Parce que voilà, c'est un projet qui te tient à cœur. C'est un projet que t'as durement mené. Le jour J, t'as vraiment mouillé le maillot. Il y avait du monde qui était là pour te supporter. Donc, t'avais aussi cette pression-là de pas te décevoir. Aussi, les gens qui croient en toi. Donc, du coup, il y a après ce côté de ok, là, ça fait 3 jours. T'as assimilé. Les réseaux sociaux ont commencé à. T'as un peu moins de notifs en quelques jours. Donc, Mhm. t'acceptes plus, du coup, l'événement. Et on va dire que ton cerveau, il relâche un peu la pression, quoi. Ok, ok, ok. Euh, et physiquement, on va dire, tu te ressens à peu près frais. Tu te ressens à peu près frais au bout de combien de temps? Bah, je dirais au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, tu te sens d'attaque à réattaquer les entraînements, mais tu sens pendant les séances que aïe, tu manques de jus. Tu Mhm. sens que tu manques de jus. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment faire une reprise progressive parce que sinon, tu sens que ça coince quoi directement. Ok. Bon, parlons un petit peu plus du coup de ce challenge Aerox. Euh, à quel moment l'idée, elle t'est venue du coup? Du coup, j'étais coach en Corée du Sud à ce Ok, moment-là. J'étais en train de préparer l'Aerox de Pékin à l'époque. C'était le ok. premier d'ailleurs à Pékin. Et pendant que je fais ma prépa, je me dis, voilà, l'Aerox c'est sympa, j'aime bien. Mais moi, je suis plus un mec habitué au long format. Mhm. Et du coup, c'est un petit peu ce qui me manquait. Et du coup, je commence à réfléchir à cette possibilité de, voilà, pourquoi pas tout multiplier par 10 km de run. Mais je me dis, ah, mais si je multiplie le run, ce serait aussi stylé de multiplier aussi les stations fois 10. Ok, Donc je commence à me dire ça un peu dans ma tête. Et je me dis, tu sais quoi, je vais le tenter, je vais contacter Aerox France. Donc à l'époque, je contacte Aerox France par mail et je leur évoque le projet. Mais ils me calment direct en me disant que ça va être trop compliqué à mettre en place. Déjà en termes de, on va devoir te garder un sled pendant tant de temps, le poids ça va être si, après tu arrives au burpees, mais il sera quelle heure au burpees, il sera quelle heure, enfin tu vois, par rapport aux vagues de la journée ça va être un peu compliqué. Et ok, aussi là c'est un projet qui va durer au moins 24 heures, et puis les aérox c'est de 8 heures à 20 heures, et moi je savais que de 8 heures du matin à 20 heures le soir, j'avais pas le temps de caler mon ultra aérox. Donc en ouais, gros, ils avaient pas vraiment donné suite à ce projet-là. Ils m'ont dit bon courage si tu le fais, mais malheureusement tu pourras pas le faire lors d'un événement. Donc ok, j'abandonne un peu l'idée. J'abandonne un peu l'idée dans ma tête. Et quelques temps après, je crois que c'est en Angleterre, je vois un mec qui réalise l'Ultra Aerox. ok, Ça avait été vachement relayé par Aerox World, etc. à l'époque. Et en fait, c'était un mec qui avait fait 10 km entre chaque station. Mais les stations, il avait tout laissé au format classique. Il avait fait ça au format open. Et donc je vois, quelle honte, un imposteur. je me dis, ah, c'est pas ça l'ultra, merde. Et du coup, je vois ça, je me dis, bon, bah écoute, tant mieux. Mais du coup, moi, je me dis dans ma tête, ah, c'est quand même dommage que Aeros me laisse pas ma chance de pouvoir le faire lors d'un événement. Donc voilà, je laisse un peu passer l'idée, mais ce projet-là d'Ultra Aerox, j'en avais parlé à deux trois potes à moi. Et quelques temps plus tard,
Il y en a un d'entre eux qui m'envoie la vidéo d'un mec sur Insta qui fait exactement le format que j'ai fait, du coup l'Ultra Aerox. Donc je regarde la vidéo en entier, donc il fait ses 10 km de ski, 500 mètres, etc. Il fait tout au format pro. Ok. Et arrivé au lunge, je crois que je me trompe pas, c'est pendant les lunges, ou le dernier run, l'un des deux, il abandonne. Trop de douleur à la cheville, il abandonne. Et mon pote il m'envoie Ok. ça, moi je vois la vidéo, je vois le mec il abandonne, je me dis putain c'est un signe. Je me dis c'est pour moi je suis sûr que je le termine, il faut que je me lance dedans. Je me dis là j'ai la chance, il y en a un qui l'a fait, bon il a pas réussi, mais je me dis voilà c'est un projet, je pense qu'il y en a d'autres qui vont vouloir le faire. Et il y en a certains qui vont y arriver, très clairement. Donc je me dis, là c'est le créneau. J'essaie de regarder un petit peu dans mon emploi du temps comment je peux le caler, parce que là j'ai des courses à venir dans pas longtemps. J'avais un battement de 3 semaines. Je me dis, voilà, là j'ai 3 semaines pour trouver un sponsor, trouver un lieu, me préparer rapidement, du coup avec 3 semaines de prépa, et let's go, on y va quoi. Donc tu étais déjà prêt physiquement en fait. Voilà, je m'entraîne à l'Aerox 2 fois par jour, tous les jours, pour l'Aerox. Là actuellement, je suis qualifié en double pro cette année pour Stockholm. Ok. L'année dernière, j'avais fait le solo pro à Chicago. Donc non, voilà, à l'Aerox, je l'ai quand même pris sérieusement dans la prépa. Je suis pas un top athlète français, hein, je suis loin du compte. Mais voilà, en tout cas, j'ai le mérite d'être qualifié pour les mondiaux depuis 2 années, quoi. Ok. Bon, quand tu dis Donc, t'es loin du compte, tu fais quand même, tu fais combien en solo pro quand même? 1h02. Attends, c'est 1h02, c'est très pas très dégueulasse, bien sûr. respectable, hein. Il y en a plein qui sont. C'est parti là, hein. Là, maintenant, Ouais, sous 1h02, là, l'heure. j'ai fait 1h03, 1h04 sur mes 2 dernières courses. Je suis loin derrière, hein. Je suis loin maintenant, hein. C'est plus comme avant. Un Bah, an avant, un an et demi avant, tu fais 1h02, tu peux faire des podiums. Là maintenant, il n'y a plus de podium en 1h02. Ouais. Faudrait que tu retournes à Pékin peut-être. C'est ça, faut aller en Asie, c'est un peu le cheat code là-bas, là. Faudrait aller en Asie, Bah, il et y a moins de choses. en fait, ça s'est trop su, hein. Maintenant, tu regardes sur les podiums, il y a Incroyable, tous les, ouais. il y a tous les Australiens, il y a plein d'Anglo-Saxons. Maintenant, tu regardes les 5 premiers. Certes, les temps, ça vaudra jamais les temps que tu as à Londres ou à Grand Palais. Mais t'as des temps d'Européens qui visent les meilleurs mondiaux, quoi. Ah ouais. Ah, c'est ça, Donc, moi je sais que par exemple, du coup, j'ai pas eu le temps de rebondir dessus, mais moi du coup, j'ai découvert l'Aerox en Australie. ok. En fait, on m'a mis en contact avec Tanguy Cruz. Et c'est simple, j'ai Donc, l'impression que tout le monde là-bas voit Tanguy. ouais, c'est ça, bah, c'est le meilleur français là-bas de toute façon, hein. Il n'y a pas de secret. Et voilà, justement, on m'avait mis en contact avec lui. C'était au moment où je préparais du coup mon marathon Meurthe Challenge. On m'a dit, attends, je connais un mec, un français comme toi, un backpacker, il est hyper sportif, nanana, tu devais le rencontrer. Et on me donne Il est son Insta. backpacker, lui, là-bas. Il me semblait qu'il avait un Non, job. maintenant, mais du coup, il a commencé, c'est ça. En fait, à l'époque, on est tous arrivés en Australie comme ça, tu vois, un petit peu en mode backpacker. Hmm, Tu y vas pour apprendre la langue, trouver un métier, beaucoup ça en construction. Et du coup, ça s'est tellement bien passé pour lui, il a tellement kiffé la vibe australienne qu'il a réussi à obtenir un visa permanent avec son employeur, quoi. Ok, ok, ok. Voilà. Mais à la base, on commence tous un peu backpacker, sac à dos, tu fais un peu de construction, tu voyages, etc., quoi. Et du coup, Ok, voilà, quand j'ai rencontré Tanguy, il préparait l'Aerox de Melbourne en juin 2024, je crois. Ouais, 2024. Et du coup, on a commencé un peu à s'entraîner ensemble. Voilà, il a vu que j'étais aussi quelqu'un de déter. Donc, on a pris le temps de s'entraîner ensemble, etc. Et c'est là, du coup, que j'avais fait mon premier Aerox Pro. Du coup, j'avais fait solo pro en premier. Et j'avais fait 1h12 pour mon premier ok, en 2024. Voilà. ok, ok, ok. Bon, t'as 3 semaines du coup pour te lancer dans le projet, trouver sponsor, l'organiser, logistique. Euh, sur la partie entraînement, qu'est-ce que t'as appris des mecs justement qui avaient fait des x10 là en multipliant les, hum, les distances. Est-ce que eux, ils ont un peu documenté? Est-ce qu'il y a eu des petits tips? Je t'en parle parce qu'effectivement, je te disais hors antenne, on a fait un super épisode avec Thomas Fry sur David Goggins. Lui, il a beaucoup étudié ce que David avait fait. Donc, sur les mains, les gants, apparemment, voilà, c'est les mains qui trinquent sur les tractions. Et du coup, c'est les mains sur lesquelles, voilà, faut vraiment travailler ça. Toi, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu t'es dit, tiens, ça, faut que je fasse attention le jour J? Alors, il faut savoir que les personnes qui avaient tenté l'Ultra Aerox, ils n'avaient pas documenté sur la prépa.
pas du Ok. tout. Donc en gros, si tu veux, je me suis vraiment servi de mes expériences passées pour ma prépa, pour le peu de prépa qui me restait. Voilà, vraiment faire du spécifique. J'avais besoin de faire du volume, Hmm. concrètement. Là, pour Ouais, ouais. préparer un 80 km, on a beau être préparé, s'entraîner pour l'aérox tous les jours, 2 fois par jour. Ouais. Un 80 aérox, ça bornes, n'a c'est jamais été un... 80 km. Tu Ouais. vois. Il y en a plein qui me disent ah, mais ça va, tu fais de l'aérox tous les jours, tu étais prêt pour ce challenge. Mais 80 km, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas de l'aérox, hein. Là, tu es dans de l'ultra trail, hein. Ouais, bien sûr. Ok. Et Donc voilà, donc tu eux, j'ai t'augmentes les pas eu. distances? C'est ça, j'augmente les distances. En fait, voilà, 3 semaines, c'est tellement court. J'avais fait quelques grosses sorties course à pied, mais moi, ce que j'aime bien faire, et c'est ce que j'avais fait à l'époque quand je préparais un peu mes précédents challenges, c'était de mettre beaucoup de vélo, partir sur un run de 20 km et remettre du vélo. Tu vois, Ok. pour vraiment avoir les jambes pleines. Moi, je fais souvent ça quand je fais des challenges de longue distance comme ça. Je fais beaucoup de Ok. vélo avant et après le run pour déjà courir un peu sous fatigue. Et ensuite, dès que tu as fait ton run, voilà, tu termines encore avec un peu de jambes, tu augmentes un peu le dumper du vélo. Et comme ça tape un peu dans les jambes, mais tu limites quand même l'impact. Hmm. Donc je faisais Oh, ça. Après, du coup, j'ai profité surtout de mes 3 semaines pour déterminer comment j'allais un peu split mes répétitions. Tu vois, par exemple, pendant les wall balls, pendant les burpees, l'allure que j'allais mettre, ma cadence sur les sleds, tout ça. Voilà, j'ai vraiment profité de ces 3 semaines-là pour un peu juger mon split en termes de répétition et de distance, quoi. ok. C'était quoi du coup la stratégie en termes de vitesse de course et si on fait station par station, j'aimerais bien qu'on compare la stratégie papier et ce qui s'est passé dans la réalité. Donc c'était quoi la stratégie sur le papier, sur ton allure au ski, au rameur, tu vois, sur comment est-ce que tu voulais splitter. C'était que disait la théorie. Voilà. La théorie, je m'étais dit, allez, je pars en 21 heures, c'est bouclé. Je m'étais dit ça. J'avais un peu calculé, parce que du coup, tu sais, pendant que j'avais fait mes 3 semaines de prépa, où j'avais du coup testé un petit peu mes stations, etc., comment j'allais repérer. Je me suis dit, oh, l'allure là, aujourd'hui, je suis pas trop dans le dur, donc je pense pouvoir tenir ça le jour J. Donc du coup, j'avais un petit peu tout calculé. On aime trop ça, hein, calculer, c'est pareil pour les Aerox, on aime tous estimer notre temps final, etc. Et du coup, j'avais fait ça, j'avais estimé 21 heures. Je me suis dit, oh, dans un bon jour, 21 heures, ça passe. Et du coup, je me lance dans le challenge. C'est parti, premier run, je le fais vraiment tranquille en 5:30. Hmm. En plus, j'étais accompagné par pas mal d'adhérents de la salle. Et du coup, voilà, on avait mis un peu un rythme que tout le monde pouvait tenir sans trop se fatiguer. Même si, bien sûr, c'était surtout à moi de ne pas me cramer, quoi, principalement. Mais voilà, donc, premier run en 5:30. J'arrive au ski erg. J'ai deux, trois collègues à moi aussi, pareil, qui se sont mis sur des skis. Donc, on est trois. Donc là, c'est good vibe, hyper content. On tire. Je tirais en 2:09 de moyenne Ok. sur les 10K. Donc c'est pas rapide, mais c'est pas lent non plus, hein. C'est pas lent non Ouais. plus. De 9 au 500. Tu regardes un Voilà. peu ton cardio ou pas? Tu suis un peu tes pulses? Bah en fait, vu que les mains elles sont là tout le temps, je regarde pas trop la montre. Je suis Mais vraiment aux c'était quoi sensations. l'objectif? Ouais, c'était quoi l'objectif? Bah en gros, si tu veux, je le regardais beaucoup, c'était pendant les runs, principalement mes BPM. Mais j'essayais d'être en zone 3 tout le long, quoi. Voilà, c'était Ok, ah principalement ouais, ça. quand même, quand même. Ok, t'essayais Ouais. même pas de rester en Ouais. zone 2. Non, en fait, j'ai remarqué que au fur et à mesure des runs que je faisais, l'allure est baissée parce que j'étais de plus en plus fatigué, mais mes BPM, ils restaient toujours en zone 3. Tout le Ah temps, ouais. tout le temps. Donc, j'étais à 135, 136 BPM, que je sois à 5,30 ou à 6,30, ça restait toujours les BPM, l'aiguille toujours pointée vers le haut, quoi. Ok. Non, c'est hyper intéressant parce que tu vois, là, moi je prépare un ultra trail et du coup j'ai commencé à bien potasser le truc et tout le monde te dit pars en zone 1. Et tu vois, Ouais. et avec la dérive cardiaque, si t'es en zone 2 au bout de 1 heure, 2 heures, c'est cool, c'est un bon signe. Mais si tu te Ok. mets dès le début, si tu te mets en zone 2, haute zone 2, et ben en fait, et qu'au bout d'1 heure, t'es en zone 3, ça peut mal se passer, tu vois, ça peut mal se passer. Et en fait, moi, je me suis dit, en te voyant ta perf, je me suis dit, mais c'est sûr, le ski erg, ça peut, si tu fais pas gaffe, ça peut te mettre en zone 3 direct et après tu redescends plus, quoi. Mm. Euh, donc toi, ouais, t'as fait tout en zone 3, 2,09, c'est, ouais, ça commence, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Euh, et donc vas-y, ouais, comment ça se passe après la suite des stations?
Donc du coup, je pars pour le deuxième run. Le deuxième run, je dois être pareil, peut-être en 5,35, tu vois, dans ces eaux-là. Je sais que les 3-4 premiers runs, je suis dans ces eaux-là, quoi. Je suis en dessous de 6 au kill, à chaque fois. Ok, ouais, ouais. Donc ça, après c'était un jour, il faisait vachement chaud. Je sais que le soleil, il tapait énormément. Donc à l'aller, je l'avais de face. Parce qu'en vrai, j'avais couru en bord de mer, si tu veux. Je faisais 5 km aller, 5 km retour. Pour avoir une boucle de 10 km qui me ramenait à la salle de sport directement. Ok, Et ensuite, j'arrive pour le sled de push. Et en gros, c'était des longueurs de 8 mètres. C'était à la salle, c'était des longueurs de 8 mètres. Du coup, je faisais 4 petites pauses, 4 petites pauses. Et j'ai fait ça tout le long. À chaque aller-retour, je prenais soit un gel, soit je m'hydratais, soit une pâte de fruits, un tuc, un gâteau, enfin n'importe quoi. Mais je prenais toujours quelque chose. Même mhm. en termes de boisson, au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de boissons qui changent. J'avais envie d'ice tea, bien frais. Je sais, les conditions météo étaient vraiment chaudes. Donc du coup, j'avais vraiment envie de faire descendre un peu la température, quoi. Ok, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Hum, et t'as une stratégie de nutrition d'ailleurs. Bon, tu l'as fait avec NutriPure qu'on embrasse. T'avais un plan bien défini de tous les combien de temps, le nombre de cales qu'il fallait que tu absorbes et tout, ou tu l'as fait vraiment aux sensations cette partie-là? Bah, du coup, pareil, comme je te disais, j'ai fait en fonction de mes précédents challenges. Hmm. Des acquis que j'avais eu voilà, grâce à ces autres challenges. Du coup, je sais, en me connaissant à force, que j'ai besoin de m'hydrater toutes les 5 minutes, d'accord? Que ce soit une gorgée ou deux. Mais voilà, eau, électrolyte, maltodextrine ou quoi. Ça, c'est vraiment toutes les 5 minutes. Vraiment pas attendre d'avoir soif pour boire, sinon c'est déjà trop tard et ça devient compliqué. Et ensuite, en termes de nutrition, j'essaie d'absorber environ 30 grammes de glucides toutes les 20 minutes. Du moins Hmm. pendant la première partie du challenge. Et après, ça passait à toutes les 15 minutes. Voilà. Ok, ok, ok. Ouais, hyper intéressant, hyper intéressant. Ça te fait combien au total sur l'ensemble de la compète? Enfin, sur l'ensemble du challenge? Bah après, le problème c'est qu'après, vers la fin, surtout principalement la nuit, c'est là où mes apports ont totalement varié. Je pense j'ai eu un peu de fatigue et avec la nuit qui est tombée, tu sais, t'as les différences de climat entre en journée, gros soleil qui te tape sur la tête et après t'as la nuit où il fait froid. Donc il y a déjà cette différence de température là qui vient un peu taper sur le système. Ah, t'as Du dû coup, avoir en des termes de... frissons et tout, non? Te sentir pas bien? Ouais, c'est un peu T'as un compliqué peu parce la que tête tu qui pars sur tourne et tout, non? Non, mais j'ai eu plusieurs fois envie de vomir. Deux Hmm. fois. Pendant les burpees et pendant les farmer carry, je me sentais vraiment pas bien. Est-ce que c'est dû à la nutrition? Est-ce que c'est dû, je te dis, au changement de climat? C'est peut-être un peu les deux au final, tu vois. Ça, mais si je me trompe pas, hein, normalement, en termes d'apport, j'ai dû, je pense, consommer pas loin de 15 000 à 17 Ouais, 000 calories pendant l'épreuve, quoi. ok. Comment ça se passe du coup, il y a 1 kilomètre de burpee, c'est ça? 800 mètres. 800 mètres, t'as 800 mètres, effectivement. Je sais Ouais. jamais s'il y a 80 ou 100 mètres, pardon, mais t'as 800 mètres de burpee. Ça te fait faire quasiment, allez, on va dire, pour simplifier, ça te fait faire. Je sais pas si tu les as comptés le nombre de burpees que ça te fait faire, mais ça t'en fait faire un paquet, non? Ouais, ça fait un paquet. Bah déjà, voilà, 800 mètres, tu sais que c'est deux tours de piste d'athlétisme, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ok. Là, tu te poses Donc même pas ça, la question, tu sais que tu le fais en passant par les genoux et. ouais, bah c'est ça. De toute façon, déjà, de base, pendant les courses Aerox, que je sois en solo ou en double, tu sais, je fais le step-up. Ouais, Tu ouais, sais. bien sûr. Bien sûr. Mais là, je crois que j'ai même pas fait Je crois que j'ai pas posé le genou, hein. Ça me parle pas. Hein. Je suis resté en step-up tout le long. Ok. Tout le long, j'ai dû mettre, je pense, 2 heures. 2 heures pour faire les 800 burpees. Mais pareil, je suis dans la gestion. En fait, à aucun moment, que ce soit sur les runs ou sur les stations, j'ai cherché à mettre de l'intensité. J'ai tout le temps été dans la gestion. Je te dis, vouloir rester en zone 3 tout le long. Voilà, j'ai pas cherché plus rapide, quoi. Mm. Ok. Euh, bon, on arrive à la fin là. Comment se passent les fentes? Tu- Alors déjà, le moment dur, il a été pendant la nuit pour les farmer carry. Ah Farmer ouais? carry sous-côté, mais tu vois, voilà, ta réaction, c'est ce que tout le monde m'a dit.
Et en fait, j'arrive, il doit être à peu près 2 heures du mat. Ouais, J'arrive au mais c'est Farmer pour ça Carry. que c'est dur. C'est pour ça que c'est dur. Et c'est ça. Mais en fait, c'est tout ce que tu as enchaîné avant. J'ai déjà fait 60 kilomètres. J'ai déjà fait 6 stations. Donc, toi, mine de rien, du coup, tu arrives au Farmer Carry, tu te dis, pas ouf. Tu vois, t'es pas en état de forme là. Non, non, mais en fait, on se dit pas, mais en fait, je pense qu'en plus, te taper. Parce que du coup, t'as 2 kilomètres à faire avec des farmers carrés, mais t'as déjà couru 60 bornes, en fait. Ouais. Donc, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as crampé? J'ai C'est pas les- campé. Par contre, assez tôt dans la course, j'ai eu des douleurs au niveau du fléchisseur de hanche, au niveau du Hmm. psoas Ok. à gauche. Et ça m'a un peu gêné sur les runs d'avant. Et là, du coup, vient le moment du Farmer Carry. Donc, j'avais acheté des gants pour avoir un meilleur grip. Donc, je prends mes gants, je fais mon soulevé de terre pour tirer mes deux KB de 32. Et là, je sens que j'ai une super douleur à la hanche. Et du coup, Merde. à chaque fois que je marche, c'est un petit peu un calvaire. On avait divisé ça, c'était un aller, c'était 50 mètres. D'accord? Hmm. Donc, je devais faire 40 allers-retours. Donc 40 allers-retours, c'est long. Surtout qu'au début, j'arrivais à faire 50 mètres d'un coup, mais assez rapidement, je devais briquer à 25 quoi. Donc Ouais. 25, petite pause, 25, puis c'est la nuit. Puis je te dis, il y a des moments, j'avais eu envie de vomir un peu pendant les farmers. Voilà, la fatigue est bien installée à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Tu mets combien de temps à les faire, les farmers? 2 heures. Ah, c'est compliqué. Ouais. Ah ouais, donc ouais, t'as vraiment pêché à ce moment-là, en fait. Ouais. Ouais, alors pourtant, je te dis, en course, je l'ai fait unbroken à chaque fois, que ce soit en solo, ça passe toujours. Tu Ouais, vois, ouais, ouais, bien sûr. en moins d'une 30. Mais là, même moi, du coup, je m'étais dit, ah, c'est bon, les farmers en 45 minutes, c'est torché. Mais en fait, pas du tout. J'avais oublié qu'en fait, tout ce que tu as accumulé avant, tu le payes sur les stations d'après, quoi, tout simplement. Ok. Mm. Donc là, donc t'arrives au farmer, il est 2 heures du matin, tu sors des farmers, il est à peu près 4 heures du mat. Est-ce Ouais. que t'avais prévu de dormir un peu? Non, non, je savais que je dormirais pas, ouais. Je savais que je Ok. dormirais pas. Et Mm. t'es un peu en retard sur ton plan, hein, je suis désolé de te le dire, Ouais. sur ton plan Euh, théorique. Euh, ouais. ça marche. Et comment se passent les fentes après? Là, j'imagine Euh, d'ailleurs que sur le run, t'es beaucoup plus lent, non? Aussi. ouais, du coup, bah, c'est à partir de ce run-là, le run entre les farmers carry et les fentes, où il faut savoir que j'ai jamais été seul. À aucun moment, j'ai toujours été accompagné par des potes, des adhérents de ma salle, de la famille. Donc ça, c'est top. Franchement, j'ai eu un super entourage pendant vraiment toute la durée de l'épreuve. Et ça, je pense que mentalement, ça joue énormément. Et du coup, vient le run 7, du coup, le run de 60 à 70 km. Et là, du coup, je commence par courir. Et en fait, les trois collègues qui sont avec moi, au bout d'un moment, ils se mettent à marcher. Et en fait, moi qui footing, eux qui marchent à côté, je me dis en fait, je devrais marcher. Parce que là, je suis en train de courir, eux, ils sont en train de marcher à mon allure de footing. C'est qu'en fait, je suis hyper lent. Et j'avais tellement mal partout à ce moment-là que je ne pouvais pas accélérer. Du coup, au bout de 2 kilomètres, je me dis, bah, tu sais quoi, je marche. Et maintenant, je vais plus focus sur mon alimentation, mon carburant, quoi. Pour Ok. terminer la course le mieux possible. Du coup, voilà, j'augmente un peu les doses, que ce soit en termes d'électrolytes, malto, je mange des bonbons, des gels, enfin, vraiment la totale. Mais du coup, voilà, à partir de ce run-là, l'avant-dernier run, je commence à marcher, déjà. Ok, ok, ok. Ben, je peux le comprendre, je peux le comprendre. Et, bon, on Oui, va arriver aux stations bien marrantes quand même. Les fentes, franchement, je sais même pas comment t'as fait. Parce que moi, quand j'essaye à chaque fois de doubler ou de tripler le volume qu'on a sur une course Aerox, tu vois, pour me mettre un petit électrochoc, déjà, même alors que c'est un point fort, les fentes, ça se passe souvent mal, tu vois. Soit j'ai les ischios qui tirent, soit je crampe. Toi, comment ça se passe? alors du coup, j'arrive du run. Je m'assois, à savoir qu'en fait, pour ce challenge, on avait fait appel à un huissier pour vraiment homologuer le challenge, que ce soit vraiment reconnu. Et du coup, sur moi, je devais avoir une GoPro pendant toute la durée du challenge. Ok, D'accord? Pendant tous les runs, j'avais la GoPro, j'avais ma montre pour les distances, et ensuite au sein de la salle, on avait mis différentes caméras où j'étais voilà, j'étais vraiment filmé pendant toute la durée du challenge ça c'est un pour qu'on délire puisse aussi, s'en ça. rendre, pour qu'on puisse s'en
envoie ce dossier à l'huissier qui puisse l'homologuer, parce que voilà, le projet c'était de l'homologuer au Guinness des records. Hmm. Ok. Allez. Et du coup, voilà, donc là j'arrive du run, je m'assois, je mange un bout, je mange un peu de riz, on me change la carte mémoire de la GoPro, et là je vais pour me lever. C'est une pause qui a duré 3 minutes à tout casser, tu vois. Ouais. Et là je vais pour me lever, et waouh, j'ai les jambes qui tremblent énormément. Je me dis, mais comment je vais faire 1 kilomètre de fente? Je dis, là, je me lève, j'arrive même pas à me baisser au poids du corps. Je me dis, mais comment je vais faire? Et là, du coup, le doute s'installe. Tu vois, il est à peu près 5h, 5h30 du mat. Là, le doute s'installe parce que je me dis, moi, je vais vouloir le faire. Mais si mes jambes, elles n'arrivent pas à faire la fente, comment on fait, quoi? Tu vois? Donc, du coup, je me mets sur la ligne de départ. On avait fait des lignes de 20 mètres. Je me mets sur la ligne de départ, je mets le sac sur moi. Et là, je sais. En fait, j'ai le pied qui veut pas avancer. Je me dis, mais comment je vais faire pour faire ma première fente? Donc, tu sais, j'ai la jambe qui veut avancer, mais qui ose pas. Tellement qu'en fait, c'est le poids, même le sac. Même le sac, si tu veux, pour te dire, quand je mets le sac sur moi la première fois, je me dis, c'est trop lourd, c'est pas 30 kilos, faut vérifier. C'est le gros rageux, le mec qui est éteint à ce moment-là. Je me dis, c'est trop lourd. Attends, fais voir le deuxième sac de 30 là-bas, et je sous-pèse les deux. Échec total, les deux font le même poids, les deux font 30 kilos. En fait, c'est moi, j'ai plus de jus. À ce moment-là, j'ai plus de jus. Ça me paraît 50 kilos le sac, tu vois. Donc je suis sur la ligne de départ, là pour ma première fente. Je mets un pas, mais je fais même pas 1 mètre, hein. Je fais même pas 1 mètre. J'avance un petit peu. Je recule le pied arrière parce que sinon j'ai les pieds trop serrés. Et là, je mets mon premier genou à terre. Boum. Et je me dis waouh. Le sac, je le mets en boudin autour de moi. Mes deux mains, je les mets au niveau des genoux et je le pousse pour me redresser. Et hop, là, je fais ma première rep. Deuxième rep, même chose. Toujours en m'aidant avec les mains au niveau des genoux. Et là, je me dis, ok, c'est bon, c'est sûr, le challenge, je le termine. Parce que les fentes, bah, ça prend 15 plombs, mais ça passe. Tu vois, Ok. j'avais Hmm. vraiment le doute de ne pas pouvoir le terminer. C'était au moment où j'avais pas encore fait mes premières fentes. Là, j'en fais deux. Bah, je mets 15 plombs, je fais pas 1 mètre par fente. Mais voilà, je sais que je vais pas abandonner. Je sais que physiquement, le corps, il tient. Bah, c'est bon. Ok, dans ma tête, je me dis, je sais pas combien de temps je vais mettre, mais je le termine, c'est sûr. Donc c'est parti, on envoie les fentes petit à petit. Je te dis, je fais même pas des pas de 1 mètre. Donc je fais plus de 1000 reps, c'est sûr et certain. Et j'ai mis 3 heures du coup à faire les fentes. 3 heures. Ouais, là c'était dur. Ah, c'était très dur. Franchement, même ceux qui étaient là, je poussais des cris au moment où je me relevais. Non, là c'était vraiment le côté où physiquement, je suis totalement éteint. Il n'y a plus rien, je suis battu. Mais mentalement, je suis là en mode putain, mec, oh, tu veux le record du monde, c'est maintenant que ça se joue. C'est Ouais. maintenant, tu vois. Ce record-là, il y en a d'autres qui l'auraient déjà fait si c'était facile. Les mecs qui l'ont fait avant, ils ont abandonné à ce moment-là aussi. T'as dit que t'allais le faire, fais-le, tu vois. Et puis comme je te dis, c'est le fait aussi que j'avais pas mal communiqué sur les réseaux. Il y a NutriPure là qui avait misé sur moi. J'ai énormément d'adhérents de ma salle qui sont passés pour me soutenir. Et je me voyais pas revenir à la salle la semaine prochaine en mode ah, le coach il a abandonné. Tu vois. Donc à la fois pour moi, je voulais vraiment cette satisfaction d'être le premier. Et à la fois pour tous ceux qui étaient venus m'encourager, il y avait ma copine, il y avait ma soeur qui était là, mes parents qui étaient avec ma soeur en visio, du coup qui voulaient me voir, qui me parlaient un petit peu par message. Ils étaient vraiment hypés par le projet, je pouvais pas abandonner, c'était pas possible. Ok. Bon, je 3 heures comprends. et c'est fait quoi. Mm. Bah écoute, tiens, je lance un défi aux auditeurs. Alors moi, je le ferai pas avant les championnats du monde parce que je sais que ça va trop me flinguer. Mais au retour des championnats du monde de Stockholm, je lance un défi 1000 fentes quand même. Un défi 1000 fentes, à voir combien ça passe. Bon, mais c'est vrai que 3 heures c'est long quand même. Là, quand j'y pense, je me dis non, ça doit Après, se faire après, plus ça passe, rapide. hein. Tu sais, pendant mes 3 semaines de prépa, je l'avais testé. Du coup, j'avais pas fait 1000, mais j'avais mis un chrono de 1 heure. Je m'étais mis, tu sais quoi, allez hop, 1 heure, maximum de fente à 30 kilos, et on voit combien j'arrive à faire. Et j'avais fait 760 mètres, tu vois. Ok, Donc, ok. je m'étais dit, ah, c'est bon qu'en gros, 1000 mètres, il serait passé en 1h15, tu vois. 1h15, Hmm. 1h20, j'aurais passé les 1000, frais, tu vois. Donc frais en 1h20, ça passe. Mais voilà, tu vois, du coup, j'ai mis double distance, enfin double temps pour la même distance, quoi. Mm. Mais putain, mais à la fin, t'as pas mal au cou, aux épaules et tout, juste d'avoir le Énormément. sac, les Le sac, irritations et il tout. t'appuie, voilà, le sac, il t'appuie sur la nuque, mais j'avais mal au cou, j'avais les trapèzes gonflés déjà des farmer carry. T'as les trapèzes qui sont comme ça.
T'as le sac en plus, donc du coup tes épaules sont relevées, du coup pareil, t'as les épaules, t'as les trapèzes qui sont sous tension. Non, ça allait plus, hein. Ah, totalement, physiquement, ça allait plus du tout, hein. Ah non, plus du tout à ce moment-là. Ouais, Mm. ouais, ok. T'as eu un peu des irritations ou tu sais, t'as des douleurs à la con. Quand tu regardes les mecs en ultra, souvent ils abandonnent pour des trucs débiles, tu vois. Il y a les pieds, souvent. Et je suis curieux de savoir Ouais. dans quel état tes pieds ont terminé. Mais tu as aussi des irritations, tu sais, sur l'entrejambe, sur les aisselles, les tétons et tout. Toi, bon, j'imagine qu'avec l'armée, vous êtes un peu au courant, vous êtes un peu formé à ça. Souvent, j'avais interviewé un militaire qui m'avait dit, ouais, sur les épaules, en fait, tu te fais avoir une fois quand tu as un sac de 40 kilos et puis après, tu mets de la vaseline ou je sais plus quoi. Euh, mais comment t'as géré un peu cette partie-là, toi? Alors moi je suis quelqu'un qui j'ai énormément de frottement entre les cuisses. Hmm, Tu sais, j'ai ouais, les cuisses qui se touchent. Du coup ça c'est hyper désagréable. Du coup vaseline à fond à fond à fond. ouais. Après j'ai les pieds assez solides. Je pense que tu sais c'est avec l'armée, les rangers, tout ça où t'as les pieds un peu qui se durcissent. Et puis avec les bornes hein, qu'on fait pendant les marches à l'armée etc. Donc j'ai pas eu de problème de pied. Pas du tout. J'ai eu des mini cloques mais pas des cloques rouge sang, tu vois, des cloques blanches classiques. J'en ai eu un peu. Les tétons, j'ai pas eu de problème. Tu sais, il y a des t-shirts selon la technicité du t-shirt, tu sais, ça frotte plus ou moins. Donc j'avais mis des t-shirts qui me convenaient, que j'avais déjà testé à l'entraînement. Et honnêtement, j'ai pas eu de soucis, hein. Je te dis que ce soit Ok. vaseline sous les bras, entre les cuisses. Mais c'est tout. Après, voilà, j'ai changé de chaussettes en milieu de parcours. J'ai changé de chaussures aussi parce que du coup, elles étaient trempées de transpi. T'étais avec quoi comme Mais chaussure? j'étais avec des On Ok. Cloud, Cloud Monster. Non, ouais, je vois. Cloud Surfer, pardon, les Cloud Surfer, que j'avais déjà testé lors d'un challenge un peu format ultra. J'avais fait en Australie aussi, c'était l'Ultra Spartan Race. Ok. En gros, tu sais, Spartan Race, c'est les courses à obstacles. L'Ultra, c'est la 50 km. Hmm. J'avais fait du coup la 50 km avec 60 obstacles. Et à l'époque, je l'avais fait avec des On. Et du coup, j'avais bien aimé l'amorti sur les runs. Donc là, vu que je partais sur de la longue distance, je voulais vraiment des chaussures avec un bon amorti. Donc j'étais parti là-dessus et j'avais aussi déjà testé les On sur un Aerox, je sais plus lequel, à Singapour je crois. Et je sais que ça tenait bien sur le grip au niveau du sled. Donc au Ouais, bien final sûr. voilà, c'était vraiment les chaussures qui allaient bien compléter, que ce soit sur le run et sur les stations, même en termes de Hmm. stabilité. Donc j'étais parti là-dessus et franchement ils ont vraiment fait le taf, ouais. Ouais, donc c'est plus des chaussures un peu de trail. Euh, ah, enfin, ouais. Elles Elles sont font assez running, plates, mais hein. un peu tout terrain, quoi. Mais en tout cas, Ouais, elles ont un gros ça, amorti. je te dis, j'avais fait trail avec, mais sur la route elles vont très bien, hein. Il y a une bonne mousse, l'amorti il est top, mais t'as pas de crampons comme des chaussures de trail, hein, pas du tout. Elles sont vraiment plates. Ok. Le grip en dessous il est nickel, le sled ça bouge pas, tu vois. Mm. Ok, ok. Ouais, Ouais. effectivement, là, je regarde leur semelle. Ouais, effectivement, la semelle, elle est bien striée, donc elle doit avoir un bon Bah, grip. t'as Ron Ok. Cevic qui court en on, je crois. Ouais, ouais, bien sûr, mais il est pas avec ce modèle-là, je pense. Non, non, il a un autre modèle en plaque carbone, lui, du coup. Il a un Ouais, ouais. modèle en plaque carbone. Mais ouais. Mm. Ok, intéressant. Et bon, forcément, je pense qu'on se pose tous la question des wall balls là, Ouais. parce que déjà, on sait comment ça se passe la première fois qu'on en a 100 à faire en fin de course, c'est rarement une partie de plaisir. Même, bah, tu parles de Roncevic, il s'amuse à repartager les vidéos de son premier 100 wall ball où c'est un peu une catastrophe et comme quoi on est obligé un peu tous de passer par là. Euh, C'était quoi la stratégie? Est-ce que tu savais que tu allais les faire deux par deux, trois par trois? Je serais assez curieux de savoir. Et déjà, quelle heure il est quand tu commences? Et comment ça se passe? Du coup, à ce moment-là, il doit être midi 30 ou 13h. Il doit être dans ces eaux-là. Là, j'arrive. Donc oui, j'avais prévu 21 heures de course, mais du coup, à ce moment-là, je crois que je suis je dois être à 24h, 24h30, peut-être Ok, même 25 heures. Je dois être à 25 heures d'effort à ce moment-là, parce qu'au total, j'ai mis 26h37. Donc ouais, je dois être à 25 heures à ce moment-là. Et du coup, les wall balls, donc à l'entraînement pendant mes 3 semaines de prépa, j'avais essayé sous format un peu EMOM, où je faisais 10 reps toutes les minutes. ok.
Donc j'ai fait ça, je faisais direct toutes les minutes ou toutes les 45 secondes, parce que je trouvais ça un peu long. Et tu Donc tiens j'avais fait combien de ça temps comme pendant... ça? Bah du coup ça fait un peu moins d'une heure et demie, une heure et quart dans ces eaux-là, Ok. si tu fais direct toutes les 45 secondes. Et Et du coup, du coup ça tu dois tenir 100 fois 10 reps, donc ça te fait 100 minutes, donc 1h40. Ok. Et après, si tu veux faire 45 secondes, c'est plus court. Ouais, c'est Ok. ça, du coup ça ralentit. Je suis en 1h30 c'était bouclé. Et du coup, donc ça c'était à l'entraînement, pendant mes 3 semaines de prépa. Putain, ça a Et l'air là du facile coup, en vrai. Tu sais, tu te dis, bon, allez, 1h30 de ouais, wall c'est ça. ball. En Allez. fait, en vrai de vrai, les 1000 wall balls, du moins à l'entraînement, c'est pas dur, mais c'est ennuyant. Tu vas rester une heure et demie à faire le même exo, c'est ennuyant. Hmm. C'est ça en fait, le plus long. Et du coup, voilà, donc j'arrive à la dernière station, et là, il y a énormément de monde à la salle. Parce qu'on avait un petit peu fait suivre ça sur ma story Insta, où les gens qui voulaient m'accompagner ou savoir un petit peu où j'en étais, on mettait des stories, tu sais, un petit peu mises à jour, pour voir où j'en étais, que j'allais partir sur le run, que j'allais revenir. Donc les gens étaient au courant que j'allais revenir de mon dernier run pour les wall balls. Du coup, ça a fait qu'il y avait, je sais pas, 70 personnes peut-être dans la salle pour venir m'encourager sur la fin. Et du coup, je dis à la personne qui allait compter mes reps, écoute, je vais partir sur des 5 reps, je pense. Et je prends le ballon, je me mets devant la cible, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivé à 5, je me sens bien. Donc je pousse à 10, et je me la regarde, je lui dis, ok, c'est bon, je vais faire que des séries de 10. Wow, Et, ok. et du coup, j'ai même réussi à faire des séries de 10 toutes les 45 secondes, donc comme à l'entraînement. J'ai fait 100 séries de 10 reps toutes les 45 secondes. En gérant toujours l'alimentation, hydratation pendant mes temps de Putain, récup. costaud quand même, hein. 10 reps toutes les Mais, 45 secondes, ça envoie, hein, ça envoie. mais en vrai de vrai, je te jure que la fatigue de tout ce que j'avais accumulé avant, les autres stations, les runs, tout, au moment des wall balls, je sentais plus rien. C'était vraiment, j'étais hypé par le truc, ça y est, c'est fini quoi. Tu vois? Hmm. C'est sûr que tu termines, il reste plus rien, il y a du monde, il fait jour, le soleil est revenu, tout allait bien. Tout allait bien, il y avait l'huissier qui était là, donc fallait pas faire de no rep, hein. Parce que j'avais pas envie de faire une ball de plus. T'en fais quelques-uns quand même, du coup, des no-reps Ouais, ou... après, j'ai dû en faire, allez, je dirais 20. Donc en vrai, ça va, hein. Sur 1000 ça va, hein. J'ai dû faire Ouais, une ça va. vingtaine de reps. Ouais. T'as pas les juges d'élite 15, mais... Non, mais il y avait T'avais fait quoi? T'avais l'huissier. juste une ligne ou t'avais une croix? Non, il y avait une cible, hein. C'était une Ouais, il cible. y avait une cible. Ok. Ah ouais, il y avait une cible. Mm. Ok. Donc voilà, non, mais je voulais pas de toute façon qu'il y ait de triche, que ce soit qu'il manque 1 mètre sur les burpees ou qu'il y ait un wall ball en mode no rep qui soit compté. Je voulais vraiment que ce soit quali, que ce soit un truc carré, parce que je comptais pas le refaire. Donc on le fait bien une fois et après on n'en parle plus quoi. Ok. Ouais. Bon, de combien est ton temps final, du coup? Du coup, 26 heures et 37 minutes. C'est loin de ce que j'avais espéré. Déjà, franchement, Même c'est au pire solide, des hein, quand cas, même. au pire des cas, je m'étais dit, allez, si 21 heures ça passe pas, au moins sub 24. Enfin, impossible. En fait, ce qui m'a causé du temps un peu, c'est les 2 runs où j'ai marché. C'est là concrètement où j'ai perdu du temps. Parce que tu passes de un run en 50 minutes à un run en 2 heures. Tu vois, mon dernier run, c'était ma dernière marche au final. Le dernier 10K, je l'ai fait en marchant, j'ai mis 2 heures. Tu vois. Ouais, Parce que je ouais. sors des lunges, j'ai mal quand je marche, mais c'était horrible. Hmm. Donc voilà, et en fait c'est là, c'est sur les 2 dernières marches, les 2 derniers kilomètres, où j'ai perdu une heure à chaque fois, et du coup, tu vois, en vrai j'aurais peut-être pu le passer en 24 heures si j'avais pas marché, tu vois. Donc Hmm. voilà, je pense que c'est vraiment en termes de prépa. Il y a des mecs, je pense, par la suite qui tenteront de faire ce challenge et qui me battront, c'est sûr et certain. Mais voilà, en 3 semaines de prépa, 80 kilomètres, ça se fait pas comme ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Ok. Bah déjà, écoute, je te tire ma casquette. Franchement, chapeau, mec, parce que ça rigole pas. Euh, Qu'est-ce que tu fais les 3-4 heures après le truc? C'est quoi? Est-ce que tu te rues sur un burger? Est-ce que tu vas te coucher direct? Est-ce que euh, tu dois avoir une espèce de retombée un peu chelou, non? Enfin, qu'est-ce Ouais, que tu fais? je me mets pas sur le téléphone parce que je vois qu'il y a trop de notifs. Dans un premier temps, ça a vachement été suivi et repartagé, donc je vois qu'il y a énormément de notifs. Je me dis, c'est peut-être pas le moment de me mettre la tête là-dedans. Je suis claqué, donc première chose que je fais, c'est douche, dodo. Mais au final, ça devient une sieste parce que sans réveil, je me réveille au bout de 1 heure, 1 heure et demie. Ok. Et là, par contre, quand je me réveille, j'ai faim.
Donc c'était grosse pizza ce soir-là. On avait fait pizza. Et après, je me rendors pour une nuit normale en finale. Vraiment une nuit classique, je te dis, je m'endors de 22h à 7h du mat. Tu vois, une nuit simple. Hmm. Mais le problème, c'est que j'ai tellement bu d'eau pendant tout mon challenge que je me réveille dans la nuit pour aller pisser. Et tu te Ouais. réveilles avec deux bouts de bois dans les jambes. Là, c'était compliqué. Là c'était compliqué. Euh, le boulot au genou, c'était ouf. Vraiment, c'était ouf. Le genou, c'était compliqué. Ouais. Ok. Là, on est combien de temps après là? Bah là, on est 10 heures après. 10 heures après le challenge. Et j'ai les genoux en vrac. Vrac total. Ok. Ouais. Ah ouais, tu sens que c'est encore fragile et que tu peux pas recourir tout de suite. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ok. Là, de toute façon, la semaine qui a suivi, j'ai même pas cherché à courir. Hein. J'ai Hmm. fait du vélo les 2 derniers jours de la semaine. Du coup, mon challenge, il s'est terminé un dimanche. J'ai laissé couler la semaine. Donc déjà, lundi, mardi, je suis resté au lit. Déjà. Je suis resté au lit. Je me suis juste levé pour manger. Aller à la douche et aux toilettes. Mais j'ai pas fait de marche ou quoi. Hein. J'ai vraiment focus sur la récupération, les compléments alimentaires, l'hydratation à fond, à fond. Ça, c'était lundi, mardi. Donc les 2 jours qu'on suivi le challenge. Et après, à partir du mercredi, j'ai commencé à marcher correctement. Je te dis, c'était surtout une fatigue nerveuse que j'avais. Ouais, bah c'est sûr, Bon, c'est sûr. après. Ouais, Très nerveux, très à plat, mais content en tout cas de l'avoir fini. Ouais. ouais, ouais. Bah écoute, tu vois, dans une moindre mesure, moi je me souviens, ma pire fatigue nerveuse, c'était après le GR20. Alors tu vois, c'est rien hein, comparé, mais tu vois, bon, ça fait quoi? Ça fait 180 bornes, tu fais beaucoup, beaucoup de dénivelé, je crois 15 000 mètres de mémoire, je saurais plus être exact. Mais ouais, pendant 2 3 jours, j'étais fatigué. Et tu sais, Ouais, j'avais juste les yeux qui se fermaient. J'étais allongé dans mon lit, il devait être 14 heures. J'avais les yeux qui se fermaient tout seul alors que je faisais rien, quoi. Euh, ouais. donc je vois un peu cette fatigue où tu te sens vraiment vidé, t'as envie de rien et t'as plus envie de grand-chose. Tu vas reprendre le sport quand, tu penses? Bah, j'ai repris déjà. J'ai repris parce que si tu veux, là ce week-end, j'ai l'Aérox de Lyon avec mon binôme. Mon binôme avec qui on est qualifié là pour Stockholm. C'est un petit peu notre dernière course test avant les mondiaux. Donc voilà, c'est vraiment histoire de se caler. Parce qu'au final, ensemble, on n'a fait qu'une course ensemble. On s'est qualifié direct. Mais du coup, on n'a pas eu d'occasion de retravailler ensemble. Ok, Donc là, à Lyon, voilà, c'est vraiment histoire de peaufiner un petit peu les transitions, les détails, les splits sur les stations, etc. ok, Donc voilà, là à Lyon, samedi, j'ai le double men pro. Et dimanche, j'ai le men relais. Voilà, j'ai 2 courses du coup ce week-end. ok. Bon, tu t'attends à quoi en termes de temps et de forme, d'énergie Parce que ça va être dur de Hey, monter dans les tours. Franchement, je serais curieux que ouais, tu m'envoies ou que tu me partages en off, tu vois, à quel point tu montes dans les tours ou pas. Parce que généralement, quand tu as fait du surentraînement et du surmenage, après, en fait, tu as du mal à remonter à ta FC max. Alors, je sais ouais. pas si toi, sur un Aerox double, tu montes à ta FC max. Moi, je la touche pas mal de fois. Et, et quand tu es en surentraînement, bah, en fait, tu es à la même cadence, mais genre, tu es à 5 ou 10 pulses de moins et t'arrives pas à monter à ta FC max. Donc je serais curieux Bah de savoir si toi justement, c'est le cas aussi, tu vois. tu vas voir l'exemple de suite parce que si tu veux, ce matin, j'ai fait un seuil. Ok, J'ai travaillé au seuil ce matin. C'était vraiment ma dernière intensité avant ce week-end. J'ai fait un 4 x 4 minutes. ok. Petit, D'habitude, petit seuil. Ouais. voilà, le 4 x 4 minutes avec 40 secondes de récup entre chaque série. Ça passe. D'habitude, je le tiens en 3,35, 3,37. Et là, aujourd'hui, en 3,45, j'avais les BPM que j'ai normalement sur un Mm. 3,35, tu vois. Ouais, À ouais. 3,45. Ça s'annonce mal pour ce week-end, je suis deg. On va voir, hein. J'essaie de me reposer à fond. Mais ouais, en tout cas, je sens que tu vois, la fatigue Mm. générale, elle est encore présente. Tu vois, donc je pense que voilà, les séquelles d'un challenge comme ça, tu le ressens. Même si tu reprends les entraînements, tu as une fatigue générale qui est installée et ton corps, il a besoin que ce soit même tes tendons, tes ligaments. Tu sens que t'es pas frais, tu vois, Mm. tu le sens. Ouais, bien Mm. sûr. Ça va être quoi ta stratégie d'entraînement jusqu'au championnat du monde? Parce que même, tu vois, d'un point de vue physiologique, tu vois, ton pic de forme, il est bien déformé là si on regarde Ouais. toutes tes courbes. Comment tu vas gérer jusqu'à Stockholm?
Je pense que je mettrais moins de volume qu'avant. Avant, j'avais Hmm. un volume où je m'entraînais sur des grosses semaines, j'étais à 18 heures d'entraînement. 18 heures d'entraînement par semaine. Là, je pense que je tournerai plus aux alentours de 12, je pense. Je Ouais. vais plus faire ça. De base, j'ai pas de day off. Je m'entraîne vraiment 7 sur 7, 2 fois par jour. Mais là, du coup, pour préparer ce com, essayer d'être vraiment le plus frais possible, intelligemment, je me laisserai obligatoirement un jour off dans la semaine. Et je te dis, en termes de volume, je mettrai un peu moins de volume quand même. Aux alentours de 12 heures par semaine, je pense que ça sera suffisant. Ouais. Ouais, ouais, c'est. Ok. Ouais, déjà, même 12 heures, c'est pas mal, hein. Moi, j'arrive pas du tout à tenir ce volume d'entraînement-là. Et non, non, chapeau. Et bah, écoute, je regarderai ta perf à Stockholm. Je suis toujours curieux parce que forcément, après des efforts comme ça, en fait, le corps, il réagit tellement différemment d'une personne à une autre. Tu es dans l'inconnu complet. Donc, je trouve que c'est un beau cas pour la science, quoi. C'est un beau cas pour la science. Euh, T'as vu des défis dans le monde de l'aérox ou dans d'autres, on va dire dans la philosophie un peu hybride, qui te tentent ou qui seraient potentiellement encore plus ouf que ce que t'as fait? Ouais, j'ai un prochain projet là. J'avais pas prévu d'en parler, mais si tu veux, on peut en parler. Bah, faut le teaser dès maintenant, comme ça, ça fera des abonnés sur Instagram, ça fera du clickbait. Vas-y, attends, annonce, dis-nous tout. En gros, j'ai un projet, là je suis en discussion avec une grosse marque. C'était pour novembre, ce serait prévu pour novembre. Et en gros, ce serait 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Ok, Donc en fait, tous les jours, tu prends l'avion et tous les jours, tu es dans un continent différent. Donc il y a Antarctique, Afrique, Océanie, Asie, Europe, Amérique. Et voilà, tous les jours. Donc, du coup, le climat change. ouais, Donc tu vas faire un jour un marathon dans la glace, le lendemain tu es dans le sable, le lendemain tu es dans le désert australien. Enfin voilà. Donc il y a ce côté aussi climat qui va être dur à gérer. Il y a le volume, hein. Au final, un marathon par jour pendant 7 jours, c'est pas cadeau non plus, hein. ouais, C'est bien pas sûr. cadeau, il y Tu a le décalage récupères horaire. pas, tu récupères pas en plus dans l'avion, hein. Et puis tu as le décalage horaire. Donc voilà, donc ça va être assez compliqué. Voilà, c'est un projet que je suis en train de mettre en place avec un gros sponsor. J'espère que tout va bien se passer pour pouvoir le faire justement au mois de novembre. Voilà. Ok. Ça serait quoi les villes du coup dans lesquelles tu vas courir? Parce que tu essayes d'optimiser un peu le temps de récup et le temps de transport. C'est quoi la stratégie un peu derrière ça? En gros, la stratégie, ce serait de commencer en Antarctique. Ouais, Le premier marathon sera en Antarctique, le deuxième en Afrique du Sud, pour avoir moins de vol, moins de temps de vol. Donc Antarctique, Afrique du Sud. Après, ce serait donc Cape Town. Cape ouais, Town en Afrique du Sud. Ensuite, ce serait Perth. ok, Perth en Australie. Donc la ville au final la plus proche après de l'Asie pour pouvoir revenir assez facilement. parce que tu es en Asie. Australie, après tu vas en Asie. Ouais, ok, ouais. Ah. En gros, ce serait, je te dis, je ferais Antarctique, Afrique du Sud. Ensuite, Australie, Asie, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Waouh, ok, 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 Voilà, et du coup, le dernier marathon, il serait prévu Amérique du Nord, il serait prévu à Miami, quoi. Mm. ok, ok, ok. Ah oui, et Voilà. t'as pas besoin de faire le Groenland parce Non, non, du coup, que parce que l'Arctique, si tu veux, même si tu vas sur l'Arctique, c'est pas considéré comme continent parce que c'est que de la glace, il n'y a pas de terre en dessous. ah ouais, bien sûr, bien sûr. L'Arctique est considéré comme continent, mais pas l'Arctique. Tu t'es pas dit tiens pourquoi pas allez. Dans 8 continents, 8 jours, après ça passe plus dans la semaine, c'est ça le problème. Ouais, ouais. Mais du coup, t'es vachement dépendant de, ouais, des compagnies aériennes et du trafic aérien. J'imagine que si à ce Euh, moment-là, il y a l'Iran qui se met à faire les, Ça peut être compliqué, bien sûr. tu vois, ouais, ok. Ah oui, ça c'est sûr que ça peut être compliqué, hein. Avec les guerres qu'il y a actuellement, c'est un peu compliqué. Bon, ça, maintenant, bien sûr, il faut espérer que ce soit calmé d'ici là, ou du moins qu'ils ne bloquent pas les avions. Mais oui, il y a ça à jouer. Après, ce sera des compagnies privées, je pense, hein, pour ce type de vol, parce que si c'est pour être en économie assis, les jambes pliées, ma récup, elle va pas être optimale. Ouais, 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 ouais. Bah, il y a beaucoup d'athlètes, ouais, qui disent que dans l'avion, tu te déshydrates pas mal, tu récupères pas bien et tout. Donc, je pense que le challenge, il est aussi beaucoup là-dedans, quoi. Il est beaucoup là-dedans.
Bien sûr. Bien récupérer entre les marathons, je pense que ce sera plus important. Ouais, bien sûr. Mm. Euh, écoute, merci, merci de partager ça. Euh, donc ça c'est le prochain marathon. Bah écoute, si tu veux, on prend rendez-vous après ce prochain défi et on s'en reparle à ce moment-là. Ouais. Ça pourrait être chouette d'avoir ton débrief. Donc d'ici là, championnat du monde et puis préparation de ce défi, j'imagine. C'est ça, exactement. Là, du coup, cette fois-ci, je vais pas le préparer en 3 semaines. Ouais, Là, je vais vraiment prendre le temps de bien préparer parce que j'ai vraiment envie de faire une belle perf là sur ce 7 marathon en 7 jours. Donc ouais, non, je vais le prendre vraiment au sérieux. La prépa va être longue. Je te dis, dès que les mondiaux sont passés, je vais vraiment faire un gros focus là-dessus. Mais j'aime quand même bien garder un peu ce côté hybride où je vais quand même continuer à pousser un peu de la fonte. J'ai un ATHX avec un ami là qui m'attend aussi en septembre. Moi j'aime bien être touche ok, à tout, de toute façon, il faut pas mourir bête. J'ai ouais, envie d'un peu tout essayer. Donc voilà, c'est une prépa assez hybride quand même, d'accord? Mais je vais pas tout miser sur le run non plus. Mais voilà, le volume sera en conséquence. c'est conséquent, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, du coup, tu vas tester THX. Ouais, Ok. ouais, ouais, Qu'est-ce en qui t'a Marseille. attiré? Bah, c'est un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup l'Aerox. Déjà, ce qui m'a attiré sur la TH6, si tu veux, c'est que ça répond un peu à des problématiques qu'on peut trouver chez l'Aerox, d'accord? Qui va être un peu plus force qu'on va avoir sur de l'Aerox. C'est un challenge nouveau, c'est assez frais. Comme je te dis, moi, comme je te le disais au début, c'est que je suis quelqu'un qui a aimé toucher à tout 1 an quand j'étais jeune. Voilà, c'est un peu pareil au final dans ma vie d'adulte, quoi. Il y a un Ok. nouveau challenge, j'ai envie de faire ça cette année. L'année prochaine, j'aurai envie de faire autre chose. Ce sera pareil, quoi. Ok. 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 Bon bah écoute, cool. J'ai hâte de voir ça et d'avoir ton débrief là-dessus. Écoute, j'arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'aime bien poser en question de la fin. Là, c'est quoi les Quel serait le prochain athlète que tu me recommandes d'aller interviewer? Est-ce qu'il y a des ouais, est-ce qu'il y a des athlètes que tu aimes bien, que tu suis et que tu me recommandes d'aller voir? Ouais. Bah, du coup, mon ami Tanguy Cruz. Tanguy Cruz, le problème avec lui, c'est qu'il aime pas les réseaux sociaux. Du coup, il poste rien. Il met jamais de story, jamais de réel. Lui, en fait, sa physiologie. Non, merde, je suis en train de me perdre. En gros, Tanguy Cruz, Philosophie. lui, sa philosophie, si tu veux, c'est que il veut que ce soit uniquement son travail qui parle pour lui. Donc en gros, il va faire une course, il va aller gagner une course. Voilà, il va poster son résultat. Ah, c'est le résultat qui va parler pour lui. Alors que franchement, il aurait beaucoup de choses à te dire. Je pense qu'il serait hyper intéressant parce que si tu veux, lui, c'est un mec qui travaille en construction tous les jours, toute la journée. Il va faire sa première séance à 4 heures du mat. Ensuite, il est sur le chantier de 6 heures à 18 heures. Et à 18h30, il va faire sa deuxième séance. Et il fait ça tous les jours. Moi, je l'ai au Hmm. téléphone très très régulièrement. On s'échange un peu nos trainings. Voilà, c'est un mec qui a pas un rythme de vie très simple, tu vois. Et pourtant, il a un niveau hors norme. Il fait vraiment partie je crois qu'il doit être dans le top 50 ou top 60 monde, là, actuellement. Donc non, non, il est très très fort. Même, il est même dans les top 40, je crois. Top 40 monde, il est très très fort. Et je pense que s'il n'avait pas cette charge de travail avec son métier, je pense qu'il serait déjà plus haut dans le classement. Ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui charbonne énormément. Et je pense que ce serait intéressant pour toi de l'avoir en podcast. Ouais. Ok. Bon bah écoute, tu me fileras un petit coup de main pour essayer de Ouais, l'avoir. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que qu'on me le recommande et c'est vrai qu'il se fait discret. Donc on est tous un peu tristes, tu vois, sur la scène parce qu'il a Aerox. pas mal de choses à dire. Il a pas mal de choses à dire au final. Bon, Ouais. bah écoute, je vais lui envoyer un petit message. Je vais tenter ma chance. Écoute, très cool. Merci, merci beaucoup, Anthony. Gros kiff, en tout cas, d'avoir cette discussion avec toi. Je vais mettre les liens de ton Insta pour tous les auditeurs là qui veulent te suivre.
D'ailleurs, vous tous qui nous écoutez, si vous avez passé un bon moment, c'est Anthony qui vous le dit, qu'il faut le dire. Donc vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo, sous le podcast, ça fait toujours plaisir. Mais envoyez un petit message sur Insta à Anthony. Abonnez-vous, envoyez de la force, c'est ça qui marche bien. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Anthony d'avoir été là. Merci à toi Bart pour l'accueil, en tout cas c'était top, content d'avoir répondu aux questions. Premier podcast pour moi, donc c'est bien, c'est que les challenges commencent un petit peu à faire du bruit. Donc merci pour l'accueil, en tout cas c'était vraiment top. Et puis au plaisir pour une prochaine, du coup, certainement après mon 7 marathon en 7 jours alors. Ouais, complètement, avec grand plaisir. Et ben tu t'en es très bien sorti, voilà, pour aussi bien que sur un challenge ultra Aerox. Salut à tous les athlètes hybrides. On se retrouve bientôt. On vous embrasse, entraînez-vous bien et n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. Ciao ciao.